Bonjour à tous. Vous m'entendez, ça va? Ok. Bon, écoutez, on est ravis de vous accueillir pour cette seconde édition, de cette seconde conférence avec les shifters. Je m'appelle Élodie, moi je suis à la fois shifteuse et je travaille aussi chez OnePoint. OnePoint, en deux mots, c'est un cabinet de conseil sur tout ce qui est grande transformation des organisations. Donc, qui dit grande transformation dit enjeu climatique. Donc voilà, la dernière conférence était très intéressante sur des sujets autour d'énergie et du climat. Aujourd'hui, on va parler des gaz renouvelables avec Geoffrey. Donc voilà, merci pour tout. Simplement, un petit détail, la conférence va être enregistrée. Voilà, juste pour vous le préciser. C'est la parole peut-être à William pour dire deux mots sur les shifters. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle William, je suis shifter depuis 2020. Un petit mot sur l'association. Donc, c'est une association de bénévoles qui est en lien avec le Shift Project. Donc, on connaît plus souvent le Shift Project, qui est un think tank, donc un centre de réflexion sur la décarbonation en France. Les shifters vont apporter de l'expertise de par leur métier, du soutien sur la rédaction de rapports, sur la vulgarisation de ces sujets. Et aujourd'hui, donc, on organise des conférences sur les sujets énergie-climat. Merci William. Quelques mots effectivement pour compléter ce que tu viens de dire, William. Avant tout, merci à Élodie et merci à OnePoint de nous accueillir une fois de plus. Et avant de laisser parler Geoffrey, moi je m'appelle Patrick, je suis shifter depuis un peu moins d'un an. Et c'est vrai qu'au sein de l'association, on fait énormément de sensibilisation à la sobriété, notamment dans les entreprises, auprès du public, dans les collectivités locales, mais pas que. On essaye aussi d'essayer d'expliquer, de vulgariser les sujets complexes. Le précédent dossier qui avait été présenté en janvier, c'était effectivement autour du réchauffement climatique. Aujourd'hui, on va absorber, commencer à parler du futur mix énergétique qui sera complexe dans le futur. Et le renouvelable en fera partie de ce futur mix énergétique. Alors, renouvelable, effectivement, quand on pense renouvelable, on pense tout de suite solaire, éolien, qui sont les intermittents. On pense aussi géothermie, on pense aussi hydroélectricité. Par contre, gaz renouvelable, ce n'est pas évident. Gaz, combustion du gaz, mais pourquoi est-ce que c'est renouvelable le gaz? Donc, Geoffrey va nous expliquer tout ça. C'est un véritable expert. Je tiens à préciser qu'il ne représente pas son entreprise ici. Vous avez peut-être entendu le nom de son entreprise, mais non. Il est là parce que c'est un ancien de l'école que moi j'ai faite il y a quelques années, et on se connaît comme ça. Et c'est surtout un passionné. Donc c'est plus à ce titre qu'il est là, passionné de sa discipline. Voilà. Donc il a mis en œuvre plusieurs projets. C'est aussi important d'avoir du vécu, j'estime, dans l'industrie quand il s'agit de parler de transition énergétique. Donc voilà, à toi, Geoffrey, de nous convaincre que c'est une discipline qui a de l'avenir. Très bien. Donc bonjour à tous et à tous. Donc Geoffrey Ancio, donc je viens de Lorraine, je viens d'Épinal en l'occurrence, et donc je suis reconnu comme expert dans tout ce qui va être les gaz renouvelables, mais issu d'une formation à la base pétrolière, puisque j'ai fait l'ENSPM, donc l'École nationale supérieure des pétroles et moteurs. Voilà. Donc voilà, pendant l'heure qui vient, je vais essayer de vous présenter un petit peu les gaz verts, et je vais surtout m'attarder sur la méthanisation, qui est aujourd'hui le mode de production privilégié, on va dire le plus en avance, si vous voulez, sur le territoire. Voilà. Donc méthanisation, c'est un mot comme ça un petit peu qu'on commence à entendre et qui, pour la plupart d'entre vous, ne signifie pas grand-chose. Alors ce que je vous propose, c'est déjà de commencer par la définition. Qu'est-ce que la méthanisation? Eh bien, la méthanisation, c'est un processus de dégradation de la matière organique en absence d'oxygène. On dit qu'on est en anaérobie. Alors, cette matière organique, elle va être de différentes natures. Déjà, on appelle ça les intrants. Et ce qu'on va retrouver majoritairement, ce sont des effluents d'élevage. Donc, les effluents d'élevage, c'est le fumier et le lisier. Le fumier, donc c'est la partie solide, le lisier, la partie liquide. Et ça va représenter jusqu'à 75 à 80% de la ration d'un méthaniseur. Et quand je dis ration, vous allez comprendre juste après pourquoi j'utilise ce terme-là.
Donc majoritairement des effluents d'élevage. Ensuite, on va retrouver des cives, donc des cultures intermédiaires à vocation ou valorisation énergétique. Donc ça, comme leur nom l'indique, ce sont des cultures intermédiaires qui viennent s'intercaler entre deux cultures principales. Les cultures principales sont les cultures estivales que tout le monde connaît, hein, le blé, le maïs, ce que vous voulez. La culture intermédiaire va, elle, être semée fin septembre, début octobre et récoltée fin avril, début juin. Fin avril, pardon, début mai. L'exemple typique en Lorraine, par exemple, d'où je viens, c'est le seigle. Donc, ce qui nous intéresse au niveau de cette culture-là, ce n'est pas la graine. Ce qui nous intéresse, c'est la tige. On n'emmène pas la plante forcément en maturité. Quand on va venir la récolter, ce qui va nous intéresser, si vous voulez, c'est la biomasse. C'est cette partie verte-là qui ne vient pas donc en concurrence de l'alimentaire. D'accord ? Autrefois, on avait de toute manière des couverts des sols qui étaient tout simplement labourés au printemps, mais qui n'étaient pas valorisés. Donc, ces cives vont permettre de valoriser un petit peu plus les sols pour les agriculteurs, donc en ajoutant, si vous voulez, une culture valorisable supplémentaire, sans appauvrir les sols, parce que vous allez voir par la suite qu'il va y avoir un retour au sol de la matière organique par les digestats. Je reviendrai juste après sur ce point-là. Donc, on va retrouver donc majoritairement des effluents d'élevage, de la cive, et on va également pouvoir retrouver d'autres types de matières organiques dans les méthaniseurs. Ça va être ce qu'on appelle les cultures dédiées, ou que d'autres appelleront les cultures principales ou alimentaires. Et c'est celles qui sont un petit peu plus sujettes à débat aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est limité à 15% en tonnage dans un méthaniseur. Pourquoi c'est limité à 15%? Parce qu'en fait, l'agriculture n'est pas là pour nourrir des méthaniseurs. L'agriculture, elle est là avant tout pour nourrir des êtres humains et des bestiaux. Et on veut éviter toute dérive. Pourquoi on veut éviter toute dérive? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé de l'autre côté du Rhin, le modèle allemand, où ils sont partis tête baissée sur la méthanisation, avec jusqu'à 85% de cultures dédiées autorisées dans le méthaniseur, et derrière, un dérèglement total de leur marché intérieur agricole, où ils se sont mis à faire de la monoculture de maïs, avec derrière tout un tas de dérives, où on a eu une explosion des prix des denrées agricoles, et des éleveurs qui ne pouvaient plus nourrir leurs bestiaux, qui devaient importer des matières de l'autre bout du monde, etc., etc. Donc ce modèle-là, on n'en veut absolument pas. Et c'est pour ça que c'est limité à 15% en tonnage dans un méthaniseur, ces fameuses cultures dédiées. Dans les faits, les pourcentages sont très largement inférieurs. On est à 3-4% dans ma région de cultures dédiées. Alors pourquoi on en met toujours un petit peu? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces cultures dédiées-là, donc les céréales en l'occurrence, ont un potentiel méthanogène qui est supérieur à celui des effluents d'élevage. Le potentiel méthanogène, c'est la quantité de gaz que vous allez pouvoir produire avec une tonne d'intrants. Si vous voulez, avec une tonne de fumier, vous allez produire 50 mètres cubes de gaz. Avec une tonne de céréales, vous êtes au-delà des 200 mètres cubes de gaz. Donc, on est vraiment, si vous voulez, sur une toute autre échelle. Et donc, utiliser un peu de culture dédiée permet de doper d'une part la production et ça va également avoir certaines propriétés, on va dire, d'équilibrage de la ration du méthaniseur. Parce que vous allez voir par la suite que tout ça, c'est du vivant. Et donc, forcément, quand je parle de ration, encore une fois, il y a un sens derrière. Donc là, on est vraiment sur le modèle agricole qui, encore une fois, tourne majoritairement sur de l'effluent d'élevage. On a d'autres modèles de production de biométhane qui existent, notamment à partir des boues et des graisses de stations d'épuration. Et là, on a un exemple juste à côté d'ici, à Bègles, vous avez une station d'épuration qui produit du biométhane qui est injecté sur le réseau à partir donc de ces fameuses boues et graisses de stations d'épuration. Et on a d'autres modèles qui vont être peut-être un petit peu plus mixtes entre de l'agricole et l'industriel, voire des modèles industriels qui, eux, vont valoriser des déchets de l'industrie agroalimentaire. Par exemple, des déchets de fromagerie, des X tonnes de chocolat qui sont avariés, on peut les récupérer. Enfin voilà, je cite l'exemple du chocolat, mais on peut récupérer tout un tas de types de matières organiques. Alors, on peut aussi récupérer, et ça c'est quelque chose qu'on nous demande assez souvent, des déchets qui vont être des biodéchets qui vont être issus du tri, que on est tous censés faire. La grosse problématique qu'il y a derrière ça, c'est qu'il y a un besoin d'hygiénisation. Quand vous avez un risque de contamination par des agents pathogènes, donc dès que ça a été au contact, par exemple, de l'être humain, il y a un besoin donc d'hygiénisation. Donc, il faut qu'il y ait chauffage de ces déchets-là à 70 degrés pendant 1 heure. Voilà, c'est pour éviter derrière qu'on se retrouve avec une biologie perturbée et derrière éventuellement des pathogènes dans les digestats qui seront épandus. Voilà. Donc, une fois qu'on a cette matière organique, on va pouvoir donc l'introduire dans ces grosses cuves-là, qu'on imagine toujours quand on parle de méthanisation, et qu'on appelle des digesteurs. Alors, ces digesteurs, et ça vous allez comprendre le lien avec la ration, c'est ni plus ni moins que la panse d'une vache. Et dans ces digesteurs, on va retrouver des bactéries
des bactéries qui vont venir dégrader la matière organique, avec des temps de séjour qui varient selon les installations où vous trouvez. On va dire entre 45 et 90 jours. Voilà. Sur un site de méthanisation classique agricole, taille raisonnable, comme on retrouve beaucoup par chez nous, on est entre 60 et 100 tonnes d'intrants par jour. Alors dit comme ça paraît énorme. Ramenez ça à une benne agricole. Une benne agricole, c'est une vingtaine de tonnes. Donc on est entre 3 et 5 bennes par jour. Donc c'est-à-dire qu'on est très loin des autoroutes à tracteurs qui sont très souvent associées à la méthanisation et qu'on imagine toujours. Alors bien évidemment, quand vous avez les périodes d'ensillage, c'est-à-dire les périodes où vous allez stocker ces fameuses cives, évidemment, donc les cives, ce que vous voyez ici là, sur le site, là, qui sont stockées juste au-dessus, évidemment, vous allez avoir plus de trafic de tracteurs parce que ce sont des chantiers d'ensillage qui vont durer peut-être une quinzaine de jours. Donc forcément, à ce moment-là, il faut ramener la matière sur le site et donc forcément, il y a un peu plus de trafic. Mais d'une manière générale, sur l'année, vous n'avez que le flux de fumier et de lisier qui est frais et qui, normalement, vient des fermes qui sont situées aux environs. Hein. Donc généralement, on est sur des périmètres de 5-10 km parce qu'évidemment, il faut limiter les distances pour limiter les coûts et limiter les pollutions associées, bien évidemment. Donc si je reviens donc, à mon digesteur, donc la bâche que vous voyez au-dessus, là, qui est tout le temps tendue, donc les gens ont toujours peur que ce soit plein de gaz à haute pression et prêt à exploser, absolument pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette bâche-là, c'est une bâche anti-intempérie qui est gonflée par un petit compresseur. La bâche gaz est en dessous, vous ne la voyez pas, ce qu'on appelle le gazomètre. Et on est à des pressions qui sont de l'ordre de quelques millibars. C'est-à-dire qu'on est toujours largement en dessous de la LIE, donc limite inférieure d'explosivité, qui, je le rappelle, pour le méthane est à 5%. De toute façon, on est en absence d'oxygène, donc il n'y a absolument aucun risque d'explosion sur un site de méthanisation. Voilà. Ces cuves, donc, avec ces bactéries qui travaillent à l'intérieur, ont un besoin de chauffage, puisque les bactéries travaillent entre 38 et 45 degrés. Ce sont des bactéries qui n'ont rien d'exotique, que l'on retrouve dans la panse des vaches. Donc, quand on va commencer à remplir la cuve avec les effluents d'élevage, eh bien, on va avoir tout un écosystème de bactéries qui va se mettre en place, on va avoir une montée en charge progressive. Et donc, cet écosystème-là, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il ait une certaine température, donc entre 38 et 45 degrés. Et donc, forcément, sur les mois d'hiver, il y a un petit besoin de chauffage. Donc, on estime que 5% du biogaz qui est produit sur un site de méthanisation est consommé pour le besoin de chauffage des cuves. Un chauffage qui est au sol et dans les parois. C'est la même chose que les planchers chauffants que vous avez à la maison, c'est exactement la même chose. Si vous regardez sur les côtés, ici, vous avez des petits moteurs, là, enfin, moteurs, on va dire des moteurs électriques triphasés en l'occurrence, avec des paddles derrière qui vont en permanence agiter la matière. Ce qui est à l'intérieur, là, c'est pompable. D'accord ? On travaille en ce qu'on appelle en phase aqueuse, donc sur des bases lisier. Hein, sur ce modèle-là, c'est le modèle qu'on retrouve le plus fréquemment. Il existe des modèles en phase sèche qui sont plutôt en céréales, mais à des températures qui sont plus élevées, mais qui sont beaucoup plus rares sur notre territoire. En Allemagne, on en retrouve beaucoup plus qu'ici, puisqu'ils tournent plus sur des modes céréales. Nous, quand on est plutôt sur de l'effluent d'élevage, on va plutôt tourner sur de la phase aqueuse, comme ici. Voilà. Donc ces paddles, là, c'est concrètement des hélices de bateau qui vont venir remuer la matière en permanence pour éviter la formation de poches de gaz et faire en sorte que le mélange soit bien homogène pour que les réactions se produisent bien. Donc une fois que le temps de séjour est écoulé, on a production d'une part de biogaz, d'accord, et d'autre part de digestat. Alors le digestat, j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Eh bien, c'est la matière une fois qu'elle a été débarrassée du gaz qui est contenu à l'intérieur. D'accord ? C'est le déchet de la méthanisation. Mais le terme de déchet est ici très mal choisi. Pourquoi ? Parce que c'est un super engrais, concrètement. Donc, le digestat est épandu sur les champs. Il est très fortement chargé en azote, phosphore, potasse. C'est le fameux trio NPK qu'on retrouve dans les engrais qu'on achète dans le commerce. Donc, comme c'est un déchet et qu'il y a des périodes d'épandage, la réglementation impose une capacité de stockage sur le site d'au moins 6 mois. Quand vous rentrez 100 tonnes d'intrants par jour, vous ressortez 95 tonnes de digestat par jour. Donc, ça fait des volumes qui sont assez conséquents. Le digestat, quand il sort des cuves, il a une texture un petit peu pâteuse. Et donc, ce que font les agriculteurs pour gagner les producteurs, pour gagner de la place, ils font une séparation de phase. Donc, ils passent ce digestat dans une presse pour récupérer d'une part une phase solide qui va être chargée en phosphore-potasse, donc très bon engrais de fond, un très bon amendement pour les sols, et d'autre part, une partie liquide qui va, elle, être fortement chargée en azote. Et en azote qui a le bon goût d'être ammoniacal. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire forcément, l'azote ammoniacal est directement assimilable par les plantes. D'accord ? Donc, c'est un très bon engrais qui va avoir un effet boost immédiat. Bien entendu, à condition de respecter, d'une part, les dosages, les plans d'épandage, enfin, tout ce qui s'ensuit, bien évidemment.
Le gros avantage de ça, par exemple, quand vous allez épandre ça par rapport à un fumier, c'est que le fumier va mettre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années à libérer les éléments intéressants pour les plantes. Ça dépendra des conditions d'humidité et de température. Avec ça, comme encore une fois, l'azote est sous forme ammoniacale, ça a un effet boost immédiat. La contrepartie, c'est qu'évidemment, si vous allez épandre ça sur un champ où concrètement vous n'avez pas de système racinaire suffisamment développé pour absorber cet azote-là, vous allez avoir donc par phénomène de lixiviation l'azote qui va être entraîné vers la nappe phréatique et là vous avez une pollution des cours d'eau. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de respecter les plans d'épandage, de respecter également les dosages, donc c'est-à-dire qu'il y a des mesures qui sont faites au niveau du digestat et au niveau des sols pour déterminer ces quantités-là et qu'il faut le respecter. Et c'est donc pour ça, si vous voulez, qu'au début de la méthanisation, quand le digestat n'était pas un produit qui était, on va dire, encore très bien compris et très bien utilisé par les agriculteurs, on a pu avoir des phénomènes de pollution de l'eau et qui ont fait beaucoup de tort à la méthanisation. Voilà. Mais encore une fois, quand on respecte ces plans d'épandage, il n'y a absolument aucun souci. Donc le gros avantage du digestat, c'est ça, c'est ce côté engrais, et c'est ce qui permet finalement aux agriculteurs de se passer peu ou prou des engrais de l'industrie chimique. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, les engrais azotés sont produits à partir de gaz naturel et que ça vient de l'étranger, majoritairement d'Égypte, de Russie. Donc ça permet de se passer de ces importations-là, et bien évidemment, c'est bon pour la balance économique commerciale française, et c'est aussi bon pour le portefeuille des agriculteurs, puisque comme les prix du gaz se sont envolés sur les dernières années, bon, il est revenu à quelque chose d'un peu plus stable, on en reparlera juste après, mais on est passé de 250 € la tonne d'engrais azoté à 700, 800, voire 1000 € la tonne. Et donc pour un agriculteur qui a une consommation qui est quand même assez forte, évidemment, ça fait autant d'économies et c'est plutôt bon pour l'environnement, parce que le digestat est compatible avec l'agriculture biologique. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'agriculteurs qui sont passés en agriculture bio grâce à l'utilisation de ce digestat. Oui. Alors, le digestat n'est pas vendu pour plusieurs raisons. Déjà, il faudrait le normaliser pour pouvoir le vendre. Et d'autre part, les agriculteurs n'en ont généralement pas assez pour leurs propres besoins. Et il faut qu'il y ait aussi un retour au sol, parce qu'on n'est pas là pour appauvrir les sols. Si vous voulez, quand on commence à avoir des démarches de méthanisation, derrière, j'ai envie de dire, il y a un petit peu tout un package d'agriculture plus vertueuse à adopter. Par l'utilisation des cives qui vont apporter de la vie dans les sols, en plus de cette histoire d'avoir plus de rendement, donc une culture supplémentaire. Mais il y a aussi toute cette utilisation de digestat qui permet d'éviter les engrais chimiques et cette histoire de retour au sol également. Donc, si vous voulez, c'est un produit qui est, j'ai envie de dire, limite trop précieux pour leur vendre. Mais de toute manière, il faudrait le normaliser pour ça. Donc, certains sont en train d'étudier la question, mais dans la majorité des cas, la plupart des agriculteurs le gardent bien pour eux, bien précieusement. Voilà. Oui, bon, du coup, je prends les questions maintenant, mais voilà. Pas de souci. Alors, là, on est sur sur la méthanisation agricole, on a beaucoup moins ces problématiques-là. Sur les méthanisations donc à partir de steppes, comme il y a toujours des tests qui sont faits au niveau du digestat, certains digestats ne sont pas, entre guillemets, épandables et ils sont donc soit incinérés, soit enfouis. Mais ils ne sont pas épandus s'ils ne respectent pas certaines normes, bien évidemment. Bon, comme dit, majoritairement, sur de l'agricole, il n'y a absolument aucun souci. On n'a pas ces problématiques-là. Et son lisier, son fumier, Oui. c'est lui qui va récupérer le digestat? C'est ça. En fait, c'est les apporteurs de matière qui récupèrent généralement à 5% près la même quantité de digestat que ce qu'ils ont apporté. Voilà. Oui. Peu importe ce qu'on met dedans, à la fin, c'est vendable dans n'importe quel type de structure. Que la période de digestion des bactéries a éliminé donc c'est les éléments qui pourraient être problématiques. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au fond des cuves, ici, vous allez avoir un phénomène de sédimentation. Donc, tout ce qui va être déjà le sable qu'on va incorporer, par exemple, quand on va racler au niveau des stabulations pour mettre le fumier, le lisier dans les digesteurs. Donc, forcément, il va y avoir du sable, des choses comme ça, donc ça va sédimenter au fond. Mais tous les éléments polluants type métaux lourds ou quoi vont également sédimenter au fond des cuves. C'est-à-dire que tous les 5, 6, 7 ans, ça dépendra du terroir où vous vous trouvez, vous allez avoir besoin de vider les cuves, de curer, et ça part derrière sur des filières de traitement. Voilà. Antibiotiques ou des trucs comme ça pour les animaux, c'est censé être éliminé normalement par la digestion. Voilà. Bon, petite parenthèse, aujourd'hui au niveau des stations d'épuration, on a énormément d'épandage de boue et de graisse qui contiennent malheureusement des antibiotiques. J'ai envie de dire qu'au niveau de la méthanisation, on a tendance à laver plus blanc que blanc, alors que dans beaucoup d'autres industries, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Oui.
Non, il y a absolument, ce n'est pas nécessaire puisque les bactéries sont naturellement présentes dans les effluents d'élevage. Voilà. Donc évidemment, il y a un suivi de la biologie, hein. Je veux dire, généralement, en l'occurrence, chez nous, près de Nancy, on a une école d'agronomie qui s'appelle l'ENSAIA qui va accompagner les producteurs. On a une chambre d'agriculture également. Donc voilà, il y a des analyses qui sont faites en permanence pour voir si tout va bien. Et puis de toute façon, ça se voit tout de suite, hein, parce qu'on a les profils de production de gaz qui s'effondrent si ça ne va pas bien. Oui. Alors le temps de séjour, on est entre 45 et 90 jours. Certains montent à 100 jours. Ça dépend un petit peu du dimensionnement du site, du nombre de cuves. On peut avoir un digesteur, on peut avoir un post-digesteur, en l'occurrence, c'est ce qu'on a ici, hein. Ici, on a une incorporation qui se fait sur les 2 cuves ici, donc c'est les 2 digesteurs, et ici, on a un post-digesteur, en l'occurrence. Voilà, donc pour augmenter, si vous voulez, le temps de séjour et récupérer un maximum de gaz, pour faire en sorte qu'à la fin, au niveau du digestat, on ait 1% de gaz, quoi, 1% de méthane qui reste. C'est ça l'objectif. Je me permets d'avancer. Alors là, je vous ai dit qu'on va produire du biogaz. Sauf que ce qu'on injecte sur le réseau, c'est du biométhane. Alors la différence entre les deux, eh bien, c'est que le biogaz, c'est le gaz brut tel qu'il sort du digesteur. Il va être composé, dans le meilleur des mondes, entre 55 et 60% de méthane, de CH4, et d'autres éléments comme du CO2, donc à hauteur de 35 à 40%, et d'autres éléments qui vont être un peu plus problématiques pour nous, qui vont être notamment de l'eau sous forme de vapeur ou du H2S, par exemple. Donc, si on veut injecter ce gaz-là sur le réseau, il va y avoir un besoin d'épuration, puisque le biométhane a exactement les mêmes propriétés que le gaz qu'on importe de l'étranger. C'est-à-dire qu'il doit être composé à minima de 97% de méthane. Les 3% restants étant d'autres hydrocarbures, on va dire légers, hein, sous forme de gaz, qui sont tout à fait valorisables sur notre réseau, hein, butane, éthane, propane, etc. Pas d'etc. En l'occurrence. Donc voilà, donc si par contre vous êtes sur une cogénération, donc une cogénération, vous allez avoir donc un moteur à gaz qui va brûler du gaz pour produire d'une part de l'électricité et d'autre part de la chaleur, vous pouvez très bien mettre du biogaz, parce que ce sont des moteurs qui sont prévus pour tourner avec du biogaz. Par contre, si vous faites de l'injection, comme c'est le cas par Régaz en l'occurrence, ici, en local, eh bien là, il faut qu'on épure ce fameux biogaz en biométhane. Donc, comment se passe l'épuration? Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que c'est des détails techniques, mais c'est juste pour vous présenter en gros le principe. Donc, la première étape, déjà, c'est la déshydratation. On va retirer l'eau qui est contenue sous forme de vapeur à l'intérieur de notre biogaz. Et ça, on va le faire par condensation. Donc, je vous ai dit que les bactéries travaillent entre 38 et 45 degrés. Donc, il faut bien imaginer que le gaz qui en sort est en gros à une quarantaine de degrés. Le sous-sol est à une température moyenne de 12-13 degrés. Donc, vous faites passer votre gaz dans le sol avec un savant jeu de pente, des puits à condensat. Vous commencez déjà à sécher votre gaz juste en le choquant en température. Et derrière, vous terminez le travail avec des groupes froids. Donc, vous allez remonter le gaz en température, le redescendre, et ainsi de suite. Vous allez travailler par condensation. D'accord? Donc, c'est très simple finalement de sécher un gaz. On le fait par condensation. Derrière, il y a une étape de désulfuration. Alors là, encore une fois, il existe plusieurs technologies. Celle qu'on retrouve le plus souvent, c'est l'utilisation de charbon actif. Donc, vous avez ici ces grosses cuves-là remplies de charbon actif qui vont venir débarrasser le gaz du soufre et des éléments volatiles organiques, des cyclohexanes, etc. Oui, c'est ça. Et dernière étape, donc, l'étape de décarbonation. Donc, on va débarrasser le gaz du CO2, et ça, on va le faire encore une fois avec différentes technologies, mais ce qu'on retrouve le plus souvent, donc, c'est la filtration membranaire. Alors là, il faut imaginer donc des grands tubes avec à l'intérieur des spaghettis très fins, très proches les uns des autres, et en fait, ça va agir comme un tamis moléculaire. On va agir sur la différence de taille des molécules. Le gaz va être monté en pression, généralement entre 12 et 14 bars, et on va le faire passer au travers de ce tamis. Et en fait, les molécules de CH4 étant plus petites que celles de CO2, le CH4 passe, le CO2 reste bloqué, et il est rejeté. C'est ce qu'on appelle donc le off-gas. Comprenez bien que c'est du CO2 biogénique qui aurait été de toute façon produit par putréfaction naturelle des fumiers, lisiers, etc. Donc le process ne va pas produire du CO2 qui sera rejeté ici. Non, en réalité, on va plutôt valoriser le CH4 qui aurait été rejeté naturellement si on avait laissé les effluents d'élevage sur une plateforme de stockage dédiée, en l'occurrence. Ce qui se passe, c'est que sur de plus en plus de sites, on va valoriser ce CO2. Le CO2, donc, il peut être récupéré, donc on va le liquéfier et derrière, il part pour un usage industriel. Usage industriel pour gazéifier des boissons, pour certains process. On peut également avoir des usages séristes, donc des gens qui font par exemple des cultures hors sol, ils en ont besoin parce que les plantes ont besoin du CO2 pour leur croissance et la photosynthèse. Voilà.
Donc, on peut également récupérer le CO2 pour faire de la méthanation. La méthanation, c'est vous couplez le CO2 avec de l'hydrogène dans un réacteur de Sabatier et derrière, ça produit du méthane de synthèse. Donc, si vous voulez, le CO2, il est vu aujourd'hui comme une problématique, comme un déchet. Comprenez bien qu'il a une valeur. Il a une valeur aujourd'hui, d'autant plus sur la méthanisation où on a un off-gas qui est composé à entre 90 et 99% de CO2. C'est-à-dire que finalement, derrière, il n'y a pas un gros besoin de process pour le valoriser. Si vous êtes sur une usine type cimenterie, aciérie ou quoi, vous avez peut-être 10-15% de CO2 au niveau des sorties. Donc, c'est beaucoup plus simple de récupérer du CO2 sur une méta que sur une usine classique. Et c'est ce qui fait que c'est de plus en plus valorisé. Il faut compter une centaine d'euros la tonne dans l'Est de la France. Si vous êtes dans l'Ouest, c'est 300 euros la tonne. Donc, ça commence à être intéressant. Voilà. Et donc, une fois qu'on a passé ces différentes étapes de traitement, donc on se retrouve derrière avec un biométhane qui est à minima à 97% de CH4. Dans les faits, on est même au-delà. Ce que ça veut dire, c'est que derrière, pour nos usagers, il n'y a aucune problématique. Ils peuvent conserver tous leurs usages classiques. Il n'y a même pas besoin d'adaptation ou quoi. Donc, quand vous voyez sur une chaudière un petit autocollant marqué compatible gaz vert, comprenez bien que ce n'est que du marketing. Les gens ont déjà du gaz vert dans le réseau sans s'en rendre compte et leur chaudière fonctionne très bien. Voilà. Donc tout ce que je vous ai présenté là, c'est du ressort du producteur, d'accord? C'est le producteur qui gère. Là où interviennent les opérateurs gaziers, c'est uniquement sur le poste d'injection. Donc ça tient sur un container concrètement. Et peu importe l'opérateur gazier qui est entre guillemets responsable de l'injection, ça se passe toujours de la même façon. La première étape, c'est l'odorisation. Vous savez que le méthane n'a pas d'odeur. Ce qu'on sent, c'est le tétrahydrothiophéne. Le THT, c'est une petite molécule soufrée qu'on met en quantité infinitésimale dans le gaz. C'est pour des raisons de sécurité. C'est pour qu'on sente le gaz. D'accord ? Donc l'odorisation, elle est faite ici, au niveau du poste d'injection. On parle de entre 15 et 40 mg par mètre cube. Donc c'est vraiment, ça sent très fort. Derrière, on a un contrôle qualité qui est fait toutes les 2 minutes H24. D'accord ? Jamais un gaz qui n'est pas aux normes ne sera injecté sur le réseau. Il y a 2 chromatographies qui sont faites. Une première sur le PCS, donc le pouvoir calorifique supérieur, qui doit être d'au moins 10,7, et une autre chromatographie sur les différents composants du gaz. Il y a d'autres paramètres type indice de VOB, etc., pour ceux qui connaissent, qui sont aussi regardés, mais c'est surtout donc les différents composants du gaz. Par exemple, pas plus que 4000 ppm d'oxygène, pas plus que X ppm de soufre, etc., etc. Et si vous avez donc un gaz qui n'est pas aux normes, vous avez une vanne de recyclage qui s'ouvre, le gaz repart faire un tour d'épuration. Il n'est pas injecté en l'état. Au bout de 2 alarmes consécutives, donc au bout de 4 minutes, vous avez une alerte qui part chez le producteur et qui part aussi chez l'opérateur gazier pour voir où est le problème et le régler rapidement. Pourquoi il faut régler le problème rapidement? Parce que ce qui se passe, c'est que sur un site de méthanisation comme ça, vous n'avez pas de capacité de stockage. La capacité de stockage, c'est uniquement les ciels gazeux au niveau des cuves. Et en fonction du dimensionnement, c'est entre 3 et 7 heures. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas régler la problématique de l'injection au bout de ces quelques heures-là, vous êtes obligé de brûler votre gaz. D'accord ? C'est la torchère qu'on voyait au début sur la première image. C'est pour des raisons de sécurité. On ne rejette pas du méthane dans l'air, dans l'atmosphère, parce qu'il a un global warming potential, donc un potentiel de réchauffement global qui est 28 fois celui du CO2. Donc il vaut mieux le brûler pour en faire du CO2 finalement que le laisser s'échapper sous forme de CH4. Voilà. Donc on intervient très rapidement. Voilà. Dans les faits, la plupart des opérateurs gaziers ont des taux de disponibilité, donc de pourcentage du temps où ils peuvent injecter, qui sont au-delà de 99%. De toute manière, c'est contractuel. Ils sont obligés de tenir ces pourcentages-là. Donc une fois que le contrôle qualité est fait, donc on va réguler déjà la pression. Donc selon le réseau où vous injectez, si vous êtes sur un réseau de distribution, vous êtes sur du 4 bars. Si vous êtes sur un réseau de transport, là pour le coup, ce ne sera pas une détente, ça va plutôt être une compression qui va être opérée. Donc on va réguler la pression dans un sens comme dans l'autre. Et puis on va réguler la quantité. Réguler la quantité parce qu'on ne peut pas injecter du gaz comme ça sur un réseau n'importe comment. Surtout si on est sur un réseau de distribution. Pourquoi ? Et bien pour comprendre, il faut regarder un petit peu comment fonctionne le réseau gazier en France. Historiquement, tout le gaz venait de l'étranger. On avait bien quelques champs matures dans le bassin aquitain, près d'ici notamment, le champ de lac qui a été exploité à 99% par Elf Aquitaine à l'époque, et quelques champs matures également aussi dans le bassin parisien, mais ça représente plus grand-chose si vous voulez. Donc tout le gaz fossile vient de l'étranger et il arrive par des gros tuyaux, notamment en Lorraine, c'est à Obergalbach que ça arrive.
Et donc là, on est sur du réseau qui est géré par GRT Gaz ou Terega, donc l'opérateur de transport. Là, on est sur du 60 bars. Et ça, ce qu'il faut voir, il faut voir ça comme une analogie avec le routière, comme l'autoroute du gaz, d'accord, qui va venir desservir les grandes aires urbaines. Et derrière, vous avez le réseau de distribution, donc Régaz en l'occurrence, qui lui va assurer le dernier kilomètre du gaz. D'accord. Et là, on est sur du réseau 4 bars. Donc le gaz, il est sur l'autoroute à 60 bars. Et comme une voiture qui va ralentir, lui, il va avoir sa pression qui va diminuer, ce qu'on appelle les postes de détente, et il va arriver sur un réseau en 4 bars, sur une agglomération, par exemple sur Bordeaux. Et une fois que le gaz est sur cette maille de desserte gazière là, de distribution en 4 bars, donc à Bordeaux, il n'y a aucune raison, si vous voulez, puisque tout le gaz passe par le réseau de transport, il n'y a aucune raison de dépenser de l'énergie pour recomprimer ce gaz et le faire repartir sur le transport. Donc il y reste. Voilà. C'est-à-dire que le gaz va toujours dans le même sens historiquement. Maintenant, vous commencez à implanter des sites de méthanisation qui vont injecter sur le même réseau. Là, ce qui va se passer, c'est que votre réseau, il a une capacité d'accueil qui est finie, qui est déterminée par la capacité d'accueil de vos tuyaux, concrètement, pour faire simple. Et donc, à partir de là, si on veut que les producteurs de biométhane puissent injecter toute l'année, il va falloir regarder la capacité d'accueil minimale dans l'année qui fera le maximum qu'eux peuvent injecter. Et cette capacité d'accueil minimale, elle est au 15 août. Donc, on va regarder, par exemple, au 15 août à Bordeaux, ce qui est consommé sur cette maille-là. Pourquoi le 15 août? Parce que les gens sont en vacances, les chauffages sont coupés, les usines sont à l'arrêt, généralement pour des raisons de maintenance. Et donc, ce minimum de consommation fera le maximum qu'on peut injecter. Parce que sinon, il y aurait des périodes de l'année où on ne pourrait pas injecter parce que finalement, on ferait monter le réseau en pression et on ne pourrait plus injecter dans tous les cas. Donc voilà. Et donc, par exemple, si donc, on a une capacité d'accueil au 15 août sur Bordeaux qui est de 1000 m3 par heure, je dis un chiffre complètement au pif parce que la réalité est largement supérieure. Si on a un premier site qui s'implante à Bègle qui dit moi je veux injecter 150 m3, il n'y a pas de souci. Un autre qui dit moi je veux mettre 300, ça passe toujours. Si on a un autre qui arrive qui dit moi je veux injecter 800, forcément ça passe plus. Et donc à partir de là, c'est premier arrivé, premier servi. Donc il y a un registre des capacités qui est géré donc par les opérateurs gaziers et donc des CMAX, ce qu'on appelle des CMAX, donc des capacités maximales contractuelles qui sont mensualisées, qui sont allouées à chaque producteur. Et une fois qu'on arrive donc à la saturation du réseau, eh bien, il faut envisager des solutions pour augmenter la capacité d'accueil de notre réseau, pour qu'on puisse continuer à développer la méthanisation. Et donc, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des maillages ou renforcements. Et donc, on va tirer des canalisations entre deux zones de desserte gazière. Donc, désolé, je ne connais pas très bien la région, mais on peut imaginer que si la maille de Bordeaux sature, on pourrait tirer une canalisation vers une autre maille de desserte gazière qui serait peut-être à 20-30 km plus loin. Et donc, le gaz qui est produit à Bordeaux peut être consommé ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Généralement, c'est dans l'autre sens que ça se passe parce que c'est plutôt en zone rurale qu'on fait de la méthanisation, donc des zones qui consomment très peu, et on fait des renforcements vers des grandes aires urbaines. Généralement, c'est ce qui se passe. Voilà. Et donc, comme ça, on peut continuer à développer notre réseau. Et la solution ultime, je termine juste là-dessus, c'est ce qu'on appelle le rebours. Donc, le rebours, c'est quoi? C'est un gros poste de compression. Donc là, on va monter le gaz en pression avec des seuils de déclenchement qui sont généralement à 7,5 bars. Donc, les producteurs injectent. Le réseau monte en pression, 7,5 bars. Il y a un poste de compression qui se met en route et qui renvoie le gaz sur le réseau de transport. Et une fois qu'il est sur le réseau de transport, il peut être consommé ailleurs en France ou stocké chez Storengy, puisque tous les sites de stockage de Storengy sont sur le transport. Il y avait une question. Oui. Les capacités du réseau, c'est-à-dire qu'on n'injecte jamais le gaz vers des sites de stockage de gaz? Non, jamais. Non, il est toujours injecté sur le réseau, que ce soit de distribution ou de transport. Et puis, s'il est sur le transport, eh bien, il peut être stocké derrière chez Storengy, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui, mais après, on a une gestion dynamique de notre réseau qui fait que normalement, on ne déstocke pas de Storengy si on n'a pas besoin. Normalement, en fait, le réseau est fait de telle façon que ça n'arrive jamais, ce genre de cas de figure. On a besoin, si vous voulez, de repartir en arrière. Alors, elle n'est pas secondaire pour l'instant, entre guillemets, parce qu'on ne produit pas encore assez de biométhane, si vous voulez. Donc, majoritairement, on importe toujours donc, de l'énergie fossile. Je donnerai les chiffres juste après, mais je peux vous le donner tout de suite. Là. Non, ça remplace. Parce qu'en fait, les postes d'injection des sites de méthanisation sont réglés avec des pressions qui sont supérieures à ceux des postes de détente du transport, que ce soit le GRT ou le Terega, ce qui fait que le biométhane est toujours prioritaire sur le réseau. Ce qui veut dire qu'il vient
se substituer au gaz fossile au fur et à mesure. Si vous voulez. Au fur et à mesure qu'on implante des sites de méthanisation, les mailles gazières deviennent de plus en plus vertes, si vous voulez. Donc, on a déjà des zones qui saturent aujourd'hui. On a des zones qui sont exportatrices, notamment dans le Grand Est d'où je viens. On pourrait citer la maille de Briey. La première photo qu'on a vue, le premier site que j'ai montré, c'est une maille qui est 100% gaz vert, au moins en été. La maille de Metz, qui est comme une agglomération qui est comme assez importante, le sera également cette année. On aurait pu citer Troyes. À Troyes, ils ont déjà 2 rebours qui sont fonctionnels, ce qui veut dire que la région de Troyes, dans l'Aube, exporte déjà du gaz vers d'autres régions de France. Alors aujourd'hui, malheureusement, si on fait la moyenne sur l'année, sur tout le territoire français, 3%. On est vraiment au balbutiement. Mais si on commence à regarder à l'échelle locale, donc déjà dans le Grand Est, on est à 7-8%. Donc déjà, le pourcentage n'est pas le même. Et si on regarde encore une fois de façon plus locale, si on regarde par exemple à Troyes, à Metz, à Briey, à Altkirch, toutes des zones qui sont dans mon secteur, on est déjà 100% gaz vert en été. 100% gaz vert en été. Donc on est déjà autosuffisant. Donc voilà, malheureusement, on le verra par la suite, je vais vous présenter une carte, on a une grande hétérogénéité de développement sur le territoire français. Avec le Grand Est qui est vraiment moteur, le nord de la France également, l'Est parisien aussi, mais des régions dans le sud, par exemple, qui sont beaucoup plus à la traîne, pour des raisons que j'expliquerai. Donc, derrière, la dernière étape au niveau du poste d'injection, c'est le comptage. Alors, pourquoi je l'ai mis, ça paraît anecdotique comme ça, mais c'est quand même assez important. Puisque derrière, il y a facturation qui n'est pas faite à un opérateur gazier, parce que l'opérateur gazier n'est que le technicien du gaz, il est juste là pour gérer l'injection, et pour les études réseau également, mais un gaz qui est vendu à un fournisseur d'énergie, ça peut être Gaz de Bordeaux, ça peut être Engie, ça peut être Total, j'en ai cité 3, donc c'est bon. Voilà, donc quand un producteur se lance, si vous voulez, il réserve ses capacités sur le réseau, comme je vous l'ai dit, donc derrière, il a une garantie de rachat de son gaz sur 15 ans à prix fixe, par un fournisseur. Donc, les différents fournisseurs répondront à cet appel d'offres et puis après, il choisira celui qu'il veut, bien évidemment. Et si aucun fournisseur ne répond, c'est Engie qui a l'obligation de se porter acquéreur de ce biométhane. Mais dans les faits, de toute manière, ils ont toujours du monde parce que derrière, il y a des ventes de contrats gaz vert à des particuliers ou à des industriels via les mécanismes des garanties d'origine. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a toujours derrière un rachat de ce biométhane par un fournisseur. Des questions par rapport à ça? Non, c'est clair? Donc là, je fais juste une petite parenthèse au niveau de l'épandage du digestat. Donc, le digestat, il n'est pas épandu n'importe comment sur les champs. Il faut des matériels spécifiques. Pourquoi? Parce que le digestat liquide est très fortement chargé en azote. Et donc, si on l'épand avec une buse rotative qui est à 40 ou 50 cm du sol, il va directement se recombiner à l'oxygène de l'air pour donner du protoxyde d'azote qui est un gaz à effet de serre. Donc, dans l'idée, ils utilisent ce qu'on appelle des pandillards. Donc, vous avez une herse métallique qui va venir gratter le sol sur quelques centimètres et le digestat est directement enfoui. Voilà, je sais que c'est une question que j'ai assez souvent, la volatilité du digestat. Donc, pour éviter cette problématique-là, c'est directement enfoui. Voilà. Donc, si maintenant, on parle un petit peu du côté environnemental, parce qu'il y a quand même quelque chose que je vous ai dit qui aurait dû normalement vous mettre un petit peu la puce à l'oreille et vous dire il y a un paradoxe dans ce qu'il raconte. Je vous ai dit finalement que c'est exactement la même molécule, qu'on soit bien d'accord, puisqu'on a fait l'épuration, le biométhane, ce n'est jamais ni plus ni moins que du CH4. Ce qu'on importe de l'étranger, c'est du CH4. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est vert et est-ce qu'il y en a un qui est fossile, qui est gris? Pourquoi est-ce qu'on a un bilan carbone du gaz fossile qui est à 243 grammes de CO2 par kWh, alors que le biométhane, il est entre 23, qui est un chiffre d'une étude quantitative 2017, ou 41,6, qui est le chiffre de l'ADEME. Pourquoi on a une telle différence? Pourquoi on a un facteur entre 5 et 10? Eh bien, pour bien le comprendre, il faut étudier l'analyse du cycle de vie. Donc, d'une part, on va regarder comment se forme le gaz fossile, et d'autre part, on va regarder le cycle de vie du biométhane. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi on a des bilans carbone qui sont différents. Alors, le gaz fossile qu'on importe en France vient majoritairement de Norvège. Avant la crise ukrainienne, 36% du gaz français était importé de Norvège. Donc, c'est celui-ci que je vais prendre comme référence. Donc, aussi parce que j'y ai travaillé, donc c'est celui que je connais le mieux. Donc, on se place en Norvège, donc on est en mer du Nord. On va chercher les ressources fossiles dans des couches géologiques qu'on appelle le Brent. D'accord, tout le monde connaît le fameux baril de Brent, mais en fait, c'est le nom de 5 couches géologiques qui sont Crétacé-Jurassique. D'accord, donc on est entre 65 et 200 millions d'années. À cette époque-là, on avait une concentration de CO2 qui était bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui dans l'atmosphère.
Aujourd'hui, on est à 0,04%, on tend vers 0,05% de par l'activité anthropique. Mais voilà, à l'époque, on avait plusieurs, si on remonte au Carbonifère, en l'occurrence, on avait 5% de CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2 ne s'est pas volatilisé. Ce qui s'est passé, c'est que les organismes vivants à cette époque-là, que ce soit le phytoplancton ou d'autres animaux, donc là j'ai mis un dinosaure pour être très visuel, hein, mais qu'on soit bien d'accord, c'est plutôt le phytoplancton, hein, venait capter donc, le CO2 par mécanisme de photosynthèse pour sa croissance et venait, si vous voulez, séquestrer ce carbone-là. Et donc, il faut imaginer ça sur des millions de générations. Vous avez comme ça des millions de générations d'organismes vivants qui vont vivre, capter du CO2, le séquestrer et mourir. Et derrière, vous allez avoir des dépôts de sédiments, et vous allez avoir comme ça donc une génération d'êtres vivants, dépôts de sédiments, régénération d'êtres vivants, sédiments, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous avez donc comme ça un millefeuille qui va s'épaissir, jusqu'à donner plusieurs centaines, voire 1 ou 2 kilomètres de sédiments, 2 kilomètres en l'occurrence là où je travaillais. Et donc vous allez avoir donc l'augmentation de la température en profondeur, logique, et la pression lithostatique, donc la pression des roches qui sont au-dessus, des sédiments qui sont au-dessus, qui vont venir appuyer. Et donc, vous allez avoir donc de la matière organique qui va être soumise à des hautes pressions, hautes températures, et qui va donc maturer. Et donc, qui va venir se raffiner en profondeur de façon naturelle pour donner des hydrocarbures. Des hydrocarbures qui vont être d'abord lourds, et puis au fur et à mesure du temps, qui vont être de plus en plus légers, jusqu'à donner finalement l'expression la plus simple d'une chaîne carbonée, qui est le CH4. Un atome de carbone, 4 hydrogènes autour. Si vous voulez, c'est l'étape ultime du raffinage naturel des êtres vivants qui vivaient il y a des millions d'années. Je schématise à l'extrême, bien évidemment. Derrière, donc, on vient donc produire ces hydrocarbures. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, l'exploration-production, que ce soit de pétrole ou de gaz, est extrêmement polluante. Mais avec une plateforme pétrolière, vous allez produire des telles quantités, si vous voulez, de gaz, que ramener au mégawattheure, ça va être largement amorti, ça ne pèsera pas grand-chose dans le bilan carbone final. Le transport va se faire généralement par gazoduc. Donc, par gazoduc, vous allez avoir quelques points de compression qui vont consommer un petit peu d'électricité, mais là, encore une fois, ce n'est pas là que se fait le bilan carbone. Là où se fait le bilan carbone, c'est au niveau de la combustion. Que ce soit dans une chaudière pour un usage chaleur ou un process industriel, ou avec un véhicule GNV pour de la mobilité, c'est vraiment là qu'est le bilan carbone de notre CH4. Et si vous voulez, une fois que le CO2 il est émis dans l'atmosphère, il va contribuer au forçage radiatif, donc au réchauffement climatique, pendant un siècle. C'est sa durée de vie dans l'atmosphère. Et il n'y a pas de retour vraiment en arrière possible, puisque aujourd'hui, on sait qu'il faudrait diviser nos émissions par 6 pour atteindre la neutralité carbone. Or, les émissions de CO2 ne cessent d'augmenter de façon exponentielle. Donc, si on récapitule, dans le cas du gaz fossile, on est sur un cycle qui dure des millions d'années. Si on regarde le carbone donc était séquestré sous nos pieds, on est venu le chercher, on l'a utilisé en surface et on l'a renvoyé dans l'atmosphère. On a fait le chemin inverse de ce qui était fait il y a des millions d'années, donc on rajoute du CO2 dans le système. Maintenant, si on regarde le biométhane, l'histoire commence de la même façon. On a donc une plante qui, pour sa croissance, va venir capter le CO2 qui est dans l'atmosphère. Derrière, on vient récolter cette plante. On la donne à manger à des animaux. Derrière, production de fumier de lisier qu'on va mettre dans le méthaniseur. Ou alors, encore une fois, on peut mettre directement cette plante dans le méthaniseur. Si c'est des cives, je le rappelle, on en met autant qu'on veut. Si ce sont des cultures dédiées, maximum 15%. Derrière, production de biométhane. On le transporte, on le distribue, combustion, et l'histoire est la même. Hein. C'est la même molécule jusque-là. Donc la combustion produira la même quantité de CO2. Sauf que ce qui se passe, c'est que la génération de plantes suivante va venir recapter ce CO2-là, et on se retrouve comme ça avec un cycle qui dure uniquement 1 an contre des millions d'années, dans le cas du gaz fossile. Donc si je récapitule, on regarde un petit peu notre atome de carbone. Il est sous forme de CO2 dans l'atmosphère. La plante vient le capter, elle le séquestre. Qu'est-ce qui nous compose tous, on est tous composés de chaînes carbonées, carbone, hydrogène, oxygène, azote. Donc elle va séquestrer ce carbone-là. On va venir derrière passer ça dans le méthaniseur. On va faire du CH4. Le CH4 repasse dans la chaudière, on ressort du CO2, et la plante d'après, la génération de plantes d'après, va revenir capter ce CO2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on se retrouve comme ça avec un cycle qui dure 1 an. On ne rajoute rien dans le système, si vous voulez. On prend quelque chose qui était déjà au-dessus de nos têtes, la plante l'utilise, on utilise la plante pour faire du gaz, on utilise le gaz, et ça repart dans l'atmosphère. Alors dit comme ça paraît idyllique. Ça fait un cycle avec finalement un bilan carbone qui est nul. Sauf qu'absolument pas. Toute activité humaine a forcément un bilan carbone. Un site de méthanisation, il faut le construire, il
faut faire la maintenance, il faut le démanteler, il faut gérer les intrants. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte qui font que finalement, on a un bilan carbone qui est entre 23 et 41,6. Alors pourquoi est-ce que j'utilise cette fourchette-là? Pourquoi je ne vous donne pas un chiffre exact? Parce que moi, le chiffre de l'ADEME, il m'embête un petit peu, parce qu'il ne prend pas en compte les émissions de gaz à effet de serre qu'on a évitées, notamment de par certaines pratiques agricoles plus vertueuses, comme l'utilisation de digestat, ce genre de choses. Voilà. C'est là qu'on a vraiment la différence, et également aussi au niveau de l'épuration, avec le CO2 biogénique qui est comptabilisé aussi dans l'étude de l'ADEME, alors que dans l'étude à 23 grammes, forcément, comme c'est du biogénique, on ne le comptabilise pas parce qu'il aurait été rejeté de façon naturelle. Voilà. Alors, ces chiffres-là ne vous parlent pas forcément, et c'est pour ça qu'il faut que je les mette un petit peu en opposition avec d'autres énergies que vous connaissez peut-être un petit peu mieux. L'éolien, on est entre 12 et 60. On voit que la fourchette est encore bien plus large. 12 chiffres ADEME, 60 Ligue de protection des oiseaux. Et les deux ont raison, parce que tout dépend des hypothèses que vous prenez. Tout dépend de la méthodologie de calcul que vous employez. Est-ce que vous prenez une belle éolienne 3 MW récente qui n'utilise pas de terres rares dans les aimants permanents de ses génératrices, type du néodyme, et vous la mettez sur le plateau lorrain où vous avez du vent et où ça marche très bien? Ou est-ce que vous prenez une vieille 1 MW avec des aimants permanents bourrés de néodyme et vous la mettez dans le fossé rhénan à côté de Mulhouse où il n'y a pas un pet de vent? Je veux dire, c'est exactement la même chose. Et les deux fonctionneront, mais les deux n'auront pas du tout le même bilan carbone. Voilà, parce qu'il y en a une qui va fonctionner très mal et l'autre qui va fonctionner très bien. Et donc, on a une fourchette qui est absolument énorme et les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Donc, ce qu'il faut retenir, et c'est ça que je vous demande, c'est surtout les ordres de grandeur. Et l'ordre de grandeur, c'est que la méthanisation a un bilan carbone qui est très similaire à celui des éoliennes. L'avantage, c'est que l'énergie produite donc, par les gaz renouvelables, ce n'est pas une énergie qui est intermittente. Et c'est une énergie qui est stockable très facilement. La capacité de stockage chez Storengy, c'est 140 TWh. La capacité de stockage du réseau électrique français, c'est 0,4 TWh. Aujourd'hui, on ne sait pas stocker l'électricité alors que le gaz, on le stocke très bien. Si maintenant on regarde le chiffre du mix électrique français au niveau du bilan carbone, alors je prends en compte le nucléaire, l'hydroélectrique, le renouvelable, que ce soit l'éolien ou le photovoltaïque, eh bien on est à 79. Et pourquoi on est à 79 alors que finalement on a l'hydroélectrique qui a un bilan carbone qui est extrêmement bas, le nucléaire aussi? Ce que je vous donne, c'est un chiffre ADEME. C'est parce que malheureusement, de par l'intermittence des énergies renouvelables, on est obligé aujourd'hui, on repose encore sur les cycles combinés gaz. Donc, c'est-à-dire qu'on fait tourner des centrales à gaz pour produire de l'électricité. Un gaz qui est fossile, malheureusement encore. Donc, on se retrouve avec des bilans carbone qui sont très élevés, de par les rendements aussi qui sont très mauvais de ces cycles combinés gaz, des rendements qui sont de l'ordre de 35%. En laboratoire, on arrive à monter à 53%, mais dans les faits, chez EDF, on tombe plutôt à 35%. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a un bilan carbone de l'électricité qui est supérieur à celui de la méthanisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est sur une maille qui est 100% gaz vert, quand on allume sa chaudière, eh bien finalement, on a un bilan carbone qui est inférieur au voisin qui va peut-être faire tourner une pompe à chaleur avec de l'électricité du réseau. Voilà. C'est malheureux et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête. Et je ne parle même pas des importations d'électricité d'Allemagne ou d'ailleurs, puisque finalement, là, je vous parle du bilan, du mix électrique français qui est plutôt très bon, en l'occurrence, qui est très décarboné. Si vous allez de l'autre côté du Rhin ou encore plus loin, en Pologne ou ailleurs, je peux vous dire que ce n'est pas 79. C'est bien plus que ça, le bilan électrique. Donc, le bilan carbone de l'électricité. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour ça. Ouais. Donc maintenant, on va parler un petit peu de l'aspect qui fâche, l'argent. Alors, est-ce que le biométhane, c'est cher? Alors, je vais présenter deux graphes. Je vais présenter deux graphes. Le premier, c'est ce que je présentais avant la crise ukrainienne. Et le deuxième, c'est ce qui s'est passé pendant la crise. Et je vais un petit peu vous expliquer tout ça. Alors déjà, est-ce que le biométhane, c'est cher? Pour répondre à votre question, je vais vous faire une réponse de Normand. Je suis bien désolé, mais oui et non. Parce que tout dépend quand et ce qu'on considère comme cher. Alors, si on se place avant la crise ukrainienne, on avait un gaz fossile qui était à 20 € du mégawattheure, d'accord, sur les marchés européens. Là, on est vraiment sur les marchés européens, on parle en prix spot. Dans ces 20 €, vous avez 8 € de coût de production, 4 € de transport, 8 € de taxes, d'accord. Et derrière, nous, ce qu'on prévoyait, c'était une augmentation de ce prix de ce gaz pour atteindre 60 € en 2030, de par les taxes, notamment la taxe carbone, donc qui a été arrêtée suite à l'épisode des Gilets jaunes, de par l'inflation, et la raréfaction des ressources. Bon, la raréfaction des ressources, je suis un petit peu moins d'accord là-dessus parce que du gaz fossile, je peux vous en parler en tant que géophysicien, on en a pour 2 siècles en conventionnel. C'est une énergie qui est hyper abondante, facile à produire, facile à transporter, enfin bref, qui a énormément d'avantages.
malheureusement, elle est carbonée. Donc, il vaut mieux laisser cette énergie fossile là où elle est, hein, que d'aller la chercher. Mais raréfaction des ressources ne devrait pas non plus trop influencer son prix. Et d'autre part, le coût de production du biométhane agricole qui est aux alentours de 90 € du mégawattheure, avec donc une évolution vraiment à la baisse dans les années qui viennent, de par la maturité des marchés, de par l'utilisation des process, de par des économies d'échelle, la recherche et développement. Il faut bien voir que la méthanisation, c'est quelque chose qui est, surtout en injection, qui est très récent. Le premier site de méthanisation qui injecte en France, c'est dans l'Ouest, du côté de Nantes, je crois, en 2011-2012. D'accord? Donc, c'est un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est assez récent. Et si on regarde l'éolien, ils ont baissé leur coût de production de 40% en 10 ans et ça baissera d'autant dans les 10 années qui viennent. Le biométhane suivra la même tendance. C'est une certitude et de toute façon, on n'a pas le choix puisque les tarifs de rachat sont réglementés par la Commission de régulation de l'énergie. Et donc, à partir de là, comme la Commission de régulation de l'énergie a dit qu'en 2030, les tarifs de rachat seront réglementés à 60 € du mégawattheure, si la filiale ne joue pas le jeu, la filière, pardon, ne joue pas le jeu, derrière, ce sera plus rentable de faire du biométhane et donc ça s'éteindra tout seul. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir actionner tout un tas de leviers pour que les coûts de production baissent. Donc, nous, ce qu'on voulait afficher à l'époque, en tant qu'opérateur gazier, eh bien, c'était que, eh bien, on allait atteindre la parité réseau, c'est-à-dire que le développement du biométhane n'allait pas impacter la facture de l'usager, en disant que le gaz fossile aurait le même prix que le biométhane agricole à l'horizon 2030. J'y souscrivais moyennement, je vous l'avoue, sauf que bien, les événements m'ont donné totalement tort, parce que je ne pouvais pas prévoir qu'elle allait avoir une crise géopolitique telle que celle de l'Ukraine. Donc là, ici, je vous ai mis l'évolution du cours du gaz en spot, donc encore une fois sur les marchés européens, entre août 2021 et juillet 2023. Et vous voyez qu'on a donc un prix du gaz qui explose, littéralement. Donc on passe de 20 € du mégawattheure, donc dans un monde apaisé en 2020, jusqu'à 300 € du mégawattheure le 30 août 2022. Donc x15 sur les marchés européens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente, c'est monstrueux. Donc, si on analyse un petit peu la courbe, donc on voit qu'ici, ça commence à augmenter de par la reprise de l'activité chinoise en post-Covid. Ici, déclenchement de la guerre en Ukraine, donc avec un prix du gaz donc, qui commence déjà à augmenter assez fortement. Et derrière, un emballement total sur l'été 2022. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Spéculation. On est vraiment sur de la spéculation et de la crainte de la pénurie. Sauf que cette crainte de pénurie était totalement illusoire en réalité, puisqu'il n'y a jamais eu de problématique d'approvisionnement de gaz pour l'Europe. Alors évidemment, pour les pays d'Europe centrale, c'est un peu plus problématique, type la Hongrie, qui sont hyper dépendants du gaz russe. Ok, oui, là, il pouvait y avoir des problématiques d'approvisionnement. Pour nous qui sommes en Europe occidentale, avec finalement un nombre de pays fournisseurs qui est assez important, on a du gaz qui vient donc d'Algérie, des Pays-Bas, du Qatar, des États-Unis quand c'est rentable, bref, avec en plus de ça la chance d'avoir une façade maritime qui nous permet d'avoir des terminaux méthaniers, il n'y a jamais eu de risque de pénurie, au moins en France et sur les pays d'Europe occidentale. Donc là, on est vraiment sur de la spéculation pure, à tel point qu'on a rempli nos réserves à 100% et qu'on n'arrivait même plus à décharger les bateaux méthaniers qui étaient en Méditerranée et qu'on s'est retrouvé avec des prix du gaz négatifs ici sur fin octobre, début novembre, parce qu'on a eu un automne qui était assez clément, donc pas la consommation de gaz qui était attendue, donc on s'est retrouvé avec les stockages à 100% et des bateaux qu'on ne pouvait même pas décharger. Et donc on s'est retrouvé avec des prix négatifs où finalement on payait plutôt les Allemands pour prendre notre gaz, on rachetait derrière leur électricité pour ne pas payer les pénalités des bateaux qui étaient bloqués au large de Barcelone. Donc si vous voulez, on est vraiment assisté sur un marché complètement affolé sur l'année 2022. Aujourd'hui, on est revenu sur quelque chose d'un petit peu plus serein, avec des tarifs qui sont aujourd'hui, si je les ai pris au 1er juillet, donc on est à 33 € du mégawattheure. Donc voilà, et l'électricité, 50 € du mégawattheure. Alors si je vous ai mis l'électricité, parce qu'il me paraît important d'en parler également. Parce que quand on parle du gaz, il faut forcément parler de son pendant donc électrique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ici, on a assisté donc, à un envolement du prix du gaz qui était vraiment conjoncturel, qui était lié à une activité géopolitique assez intense. Mais ce qui se passe, c'est que le prix du gaz est corrélé à celui de l'électricité. Historiquement, le prix du gaz est corrélé à celui du pétrole, puisque quand vous produisez du pétrole, vous avez généralement du gaz qui vient faire, les deux sont associés. Or, depuis l'ouverture des marchés, donc les mécanismes de l'Arenh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix de l'électricité en Europe, c'est le prix du dernier électron qui est produit. Et comme je l'ai dit juste avant, le dernier électron qui est produit, aujourd'hui, il est produit par un cycle combiné gaz, parce que c'est ce qui nous permet, si vous voulez, d'ajuster la production, puisqu'on a l'intermittence du renouvelable. Le nucléaire fonctionne toujours en nominal, et derrière, on a le renouvelable qui fait l'intermittence qui est prioritaire, et l'ajustement est fait par les cycles combinés gaz. Donc forcément, la dernière molécule,
Le dernier électron qui est produit, il est produit avec une molécule de gaz. Et donc finalement, quand vous vous retrouvez avec un gaz qui est à 300 € du mégawattheure, comme les cycles combinés gaz ont un rendement de 35%, vous vous retrouvez mécaniquement avec une électricité qui est montée, alors si je ne dis pas de bêtises, à 745 € du mégawattheure, puisque les deux sont liés. Voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le prix de l'électricité s'est envolé en suivant celui du gaz, et derrière le prix du gaz est retombé, bien évidemment, puisque les marchés se sont rendus compte qu'ils s'étaient affolés un petit peu pour rien. Sauf que derrière, l'électricité, lui, il n'est pas redescendu. Pourquoi le prix de l'électricité n'est pas redescendu? Parce que rappelez-vous, sur la fin 2022, on a eu des grosses problématiques de disponibilité de nos réacteurs nucléaires. Et donc, on a demandé aux gens de baisser, vous vous rappelez, à 19 degrés la température chez eux. On a demandé à des industriels de se préparer à des effacements, c'est-à-dire qu'ils ne consomment plus d'électricité, qu'ils arrêtent leur process. Donc, bref, il y a eu comme ça une crainte de la pénurie électrique qui a provoqué une augmentation, si vous voulez, du prix de l'électricité, qui cette fois-ci n'était pas conjoncturel, mais qui était structurel. Parce que si vous voulez, on avait un outil de production qui n'était plus à la hauteur de notre consommation. Et donc, le prix de l'électricité, vous voyez ici, a entraîné celui du gaz avec lui. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on a à nouveau ce pic-là, et que finalement, on est resté sur des prix du gaz qui sont restés quand même plus élevés que la normale pendant un certain temps, puisque les deux sont liés. Voilà. Donc sur l'électrique, on est vraiment sur une problématique qui est plutôt structurelle, et sur l'électricité, on est plutôt sur une problématique qui est conjoncturelle. Le problème, c'est que les deux étant liés, j'ai envie de vous dire, l'énergie bon marché abondante appartient désormais au passé. Et ça, je pense qu'il faut vraiment, c'est un message qu'il faut vraiment passer. Si vous voulez que vos factures baissent, si vous voulez les contrôler, il n'y a rien de mieux que la maîtrise de l'énergie. Maîtrise de l'énergie, sobriété. Voilà, c'est vraiment le message qu'il faut faire passer. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour tout le monde, mais c'est vraiment ça. C'est hyper important de le comprendre. L'énergie bon marché, ça appartient au passé, parce que devant nous, il y a des investissements qui sont conséquents qui vont arriver. Que ce soit pour le gaz, est-ce qu'il va falloir, nous, qu'on adapte nos réseaux et qu'on développe la méthanisation, et vous voyez bien que les coûts de production ne seront pas les mêmes. Hein. Je veux dire, même si on n'arrivera plus à des prix du gaz qui vont s'envoler comme celui-ci, qu'on va atteindre à terme une indépendance des marchés, puisqu'on sera 100% gaz vert à terme, on ne dépendra plus des marchés européens en spot, etc. Mais on aura quand même un prix du gaz qui sera plus élevé que celui qu'on a connu jusque-là. Mais c'est surtout côté électrique. Parce qu'il va falloir financer, donc, il y a le projet Grand Carénage d'EDF qui avait été engagé. Donc ça coûte de l'argent, bien évidemment. Donc la construction des nouvelles centrales, donc le prolongement de la vie de celles qui sont déjà en service, qui sont pour la plupart, malheureusement, qui arrivent à échéance, à 40 ans. C'est 40 ans la durée de vie. La dernière qui a été mise en service, c'est Cattenom en 92, donc 32 ans. Voilà, donc voilà. Normalement, c'est ça. De toute façon, normalement, c'est dimensionné pour tenir 60 ans. De toute façon, ce qui fait la durée de vie d'une centrale, c'est la cuve. Hein. Après, tout ce qui est autour peut être remplacé, peut être changé, ça se fait plutôt bien. Mais forcément, comme on est dans le nucléaire, ça prend du temps et c'est des coûts qui sont énormes. Et puis, bien sûr, il faut financer donc les nouvelles centrales. Il faut se financer le renouvelable également. Il va y avoir des gros investissements sur le réseau. Parce que ce qui se passe, c'est que la consommation d'électricité, eh bien, elle va être différente dans les années qui viennent, puisqu'on est en train de digitaliser nos usages. Il y a la mobilité électrique aussi qui est en train de se développer. Et il y a également aussi les modes de chauffage qui s'orientent de plus en plus vers l'électricité également, avec les pompes à chaleur. Donc tout ça, ça fait que finalement, on va avoir un usage d'électricité qui va augmenter. Alors, pas forcément se voir en valeur absolue, puisqu'on a des usages qui sont de plus en plus sobres. Mais d'un point de vue réseau, il va falloir s'adapter. Et puis, il y a cet usage, il y a cette problématique au niveau de la production aussi, avec des centrales, comme on a dit, qui arrivent en bout de vie. Mais puisqu'on s'éloigne un peu de ce risque de raréfaction du gaz naturel fossile, est-ce qu'il n'y a pas une tentation quelque part dans certains pays de se dire on va continuer à fabriquer l'électricité à partir du gaz? Oui, alors c'est toujours le cas. C'est toujours le cas dans certains pays. Alors, je ne vais pas citer la Chine parce que finalement, on les montre toujours du doigt. Mais en réalité, la Chine fait des gros efforts pour tout ce qui concerne le renouvelable. Ils sont champions de l'éolien, du photovoltaïque. Donc, bon, je vais pas tirer sur eux, pas du tout. Par contre, on a d'autres pays qui sont en voie de développement qui misent évidemment sur le moins cher. Et le moins cher aujourd'hui, c'est le gaz. Soyez bien d'accord. Bon, le charbon, évidemment. Si vous allez en Australie, il y a encore des centrales à charbon qui tournent. Hein. Donc voilà, parce que c'est une ressource qui est hyper abondante et qui est très bon marché. Voilà. Oui. Il y avait trop de gaz dans les stocks. Alors, eux, ils ont pu continuer à injecter, de toute façon, c'est contractuel. Ils sont prioritaires sur le réseau. Dans tous les cas, ils sont prioritaires.
donc ils peuvent toujours injecter. Et encore une fois, eux ne sont pas dépendants donc, de ces variations des cours du gaz, puisqu'ils ont des tarifs de rachat qui sont réglementés et garantis sur 15 ans. Ce qui se passe par contre, c'est que, donc, admettons s'ils ont une Cmax à 150 m3 par heure, pendant les périodes où vous avez ici un prix sur le marché qui est supérieur, s'il y a un besoin sur le réseau, le fournisseur peut leur acheter au prix du marché s'ils ont une surproduction. Par exemple, s'ils ont une Cmax à 150 et qu'ils peuvent pousser les machines pour aller à 180, le différentiel de 30 m3 par heure peut être vendu au prix du marché. Si le fournisseur a ce besoin-là, bien évidemment. Voilà, donc pendant toute cette période-là où le prix du gaz était très élevé et où on avait des peurs de pénurie, ils ont pu faire un peu de business. Alors non, je ne pense pas qu'on ait ce type de dérive pour une raison. La première des raisons déjà, c'est que les agriculteurs se lancent dans la méthanisation généralement pas que pour le gaz. Ce qui les intéresse, c'est une problématique déjà de gestion de leurs déchets, parce que les effluents d'élevage aujourd'hui ne peuvent plus stocker en bouchant. Il faut des plateformes de stockage dédiées. Donc investir plusieurs centaines de milliers d'euros dans du béton inerte, c'est pas forcément super. Donc ils préfèrent les mettre dans une méthanisation pour récupérer d'ailleurs aussi du digestat pour leurs champs, etc. Et encore une fois, comme on en parlait tout à l'heure, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ils peuvent avoir une ration hiver et une ration été au niveau de la méthanisation. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en été, les bêtes sont au parc. Et donc là, le fumier lisier leur échappe, bien évidemment. Donc ils vont tourner plutôt plus sur des bases céréales en été et plus sur la base fumier lisier en hiver, puisqu'ils peuvent récupérer le fumier lisier parce que les bêtes sont en stabulation. Donc, et puis encore une fois, les potentiels méthanogènes entre les céréales et le fumier lisier ne sont pas du tout les mêmes. On produit beaucoup moins de gaz avec du fumier du lisier qu'avec des céréales. Et je ne pense pas que ce soit forcément rentable d'aller jusqu'à l'extrême, comme on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de vendre de la viande ou du lait à perte, juste pour faire du gaz, enfin pour du fumier lisier pour produire du gaz. Ce serait pour moi un non-sens total. Oui. Alors, on est sur des investissements. Alors, si on parle un petit peu de l'aspect financier, un site de méthanisation, aujourd'hui, en moyenne, c'est entre 5 et 7 millions d'euros. Il y a 15% de subventions qui sont payées à tiers égal par l'ADEME, la région, le FEDER, donc le Fonds européen. Et on est sur des retours sur investissement qui sont entre 6 et 9 ans, en général, avec comme dit encore une fois, des tarifs de rachat qui sont garantis sur 15 ans, ce qui leur permet de faire des business plans qui sont plutôt confort. Voilà. Oui. Toute la logique que vous avez présentée reposait sur le coût moyen de production. Est-ce que vous avez des exemples de prix de vente? Les exemples de prix de vente. Alors, les exemples de prix, c'est quoi la marge pour le... On est sur du 110 généralement. En fait, ils valorisent aussi en fonction de. Alors là, je dis 110, c'est un chiffre un petit peu moyen que j'ai pu observer. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous allez produire une grosse quantité de biométhane, plus les tarifs de rachat vont être bas, parce qu'on part du principe que vous amortissez mieux vos capex, forcément. Puisque en fait, le poste d'injection sera le même. Un poste d'injection, c'est 250 000 à 300 000 euros. Le poste d'épuration, c'est en gros 800 000 à 1 million d'euros, mais que vous produisiez 100 ou 200 mètres cubes de gaz par heure, c'est pareil. Donc, on part du principe que vous amortissez mieux quand vous avez une grosse installation. Donc, plus vous produisez, plus le tarif de rachat va baisser au mètre cube. Et puis aussi, vous avez la valorisation de l'utilisation de certains types d'intrants. Les intrants qui vont être un peu problématiques pour les collectivités, par exemple, vont être valorisés. Quand vous les utilisez, donc vous faites entre guillemets du recyclage, vous rendez un service. Donc, à partir de là, on vous rachètera votre gaz, il aura une petite plus-value. Voilà. Oui. Oui. Alors, je vais répondre à la première question, parce que les deux sont très différentes. Alors, déjà, il faut bien voir que un site de méthanisation, généralement, c'est une société à part entière. C'est le meilleur modèle juridique, c'est une SAS. Et après, vous avez différentes fermes qui sont actionnaires. Voilà, donc vous pouvez en avoir des fois 2 fermes suffisent, des fois même une ferme peut suffire si c'est quelqu'un d'assez conséquent. Mais j'ai des exemples où il y a 22, 23 fermes. Voilà, et donc ensuite, après, ils sont rémunérés, si vous voulez, à la quantité de matière qui vont être importées en fonction de la matière sèche qu'il va y avoir dans leurs intrants, donc du potentiel méthanogène, etc., etc. Donc tout ça, après, c'est des calculs qu'ils font entre eux. Voilà, ça les regarde. Mais c'est une société à part entière qui appartient à des groupements d'agriculteurs. Des fois, il y a des investisseurs et des fois, il y a même des industriels.
Là, on est dans le sud-ouest. Alors, c'est des modèles que moi, je connais beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup dans l'est de la France. Mais on a des industriels type NJ Bio, type Total, qui vont gérer eux-mêmes des sites de méthanisation à 100%. Voilà, donc des sites qui sont Total, par exemple, ou NJ Bios. Donc ça existe. Voilà. Alors maintenant, pour revenir un petit peu au bilan, en fait, comme on a un retour au sol qui est assuré par le Digesta, finalement, on perd très peu de matière organique au niveau des sols. Et moi, j'ai toujours tendance aussi à rappeler quelque chose, c'est que quand vous allez récolter maïs ou ce que vous voulez, votre matière ne reviendra jamais au champ, puisque vous allez exporter cette production-là. Donc, c'est vrai qu'on parle toujours de la méthanisation en disant mais vous allez appauvrir les sols. Oui, mais finalement, qu'on produise n'importe quoi, on va appauvrir les sols, puisqu'on va exporter de toute manière la production. Une partie. Voilà. Donc là, c'est la même chose. On perd une toute petite fraction, mais on a le retour au sol qui est assuré par le Digesta. Donc, on n'a pas de grosses problématiques à ce niveau-là. Il en reste toujours un petit peu. Là, c'est pour ça qu'on a des technologies type gazéification hydrothermale qui se proposent, si vous voulez, d'aller chercher ces quelques pourcents en produisant encore du gaz à partir du Digesta. Bon, c'est d'autres technologies que je n'aborderai pas aujourd'hui. D'autres questions? Oui. Vous abordez la question de l'acceptabilité locale et de, Juste après, si vous voulez. et de ce qu'on voit par-ci par-là, des Il n'y a anti-biométhaniers. pas de souci, j'y arrive. On va faire ça là. Voilà, sur la slide-là, ce sera tout à fait approprié. Alors, les objectifs des différents opérateurs gaziers dans tout ça. Donc, le biométhane, finalement, c'est leur avenir. Et j'ai envie de dire, s'ils n'y arrivent pas, ils disparaîtront. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus pensable de continuer à consommer une énergie fossile telle que le gaz fossile. Avec un bilan carbone à 243 grammes de CO2 par kWh, ce n'est plus possible. Donc, c'est pour ça que finalement, on parle de troisième révolution gazière. La première, c'est les usines à gaz, production donc, de gaz à partir de charbon. La deuxième, c'est l'arrivée du gaz naturel, donc du réseau. La troisième, c'est le gaz vert. Donc, les opérateurs gaziers ambitionnent 20% de gaz vert dans les réseaux en 2030 et 100% en 2050. D'accord ? Donc là, ici, je vous ai mis donc, la production mensuelle de biométhane qui augmente vraiment de façon exponentielle. Aujourd'hui, le biométhane, le gaz vert, est la seule énergie renouvelable qui est en avance sur les objectifs étatiques. Parce que justement, il y a un enjeu qui est tel pour les opérateurs gaziers, un enjeu de survie qui est tel, qui mettent les bouchées doubles. Voilà. Oui. Sur la France. Pas de produire plus pour vendre à l'étranger, déjà, si on arrive déjà à 100% de gaz vert, pour nous, ce sera déjà super. Donc ensuite, on verra. Non, mais c'est pas. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, sachant que de toute manière, les autres pays européens sont aussi sur des dynamiques qui sont un peu similaires. Alors, pas forcément pour les mêmes usages. L'Allemagne est plutôt partie sur de la cogénération. Ils ont quelque chose comme 11 ou 12 000 sites de cogénération, donc ils produisent de l'électricité. Parce que forcément, quand on sort du nucléaire et qu'on doit se passer du charbon en 2035, il faut produire l'électricité. Et donc, comme ça, encore une fois, c'est une énergie qui est, on va dire, constante. Mais ils sont partis très fort sur la cogénération depuis déjà un certain temps. Donc, eux, ils ont 11 à 12 000 sites de cogénération. L'Italie est plutôt partie sur la mobilité, donc produire du GNV, du gaz naturel véhicule, qui vient donc en substitution du pétrole. L'Angleterre est sur un modèle qui est un peu similaire au nôtre. Les Danois sont très en avance, en l'occurrence, avec un modèle un peu similaire au nôtre. Donc on a différentes stratégies, mais tous les pays sont quand même partis sur le biogaz avec, encore une fois, différents objectifs et puis différents niveaux d'avancement. En France, on n'est pas trop mal. Consommation de gaz en 2050 en France. Je l'apporte juste après. Alors, au niveau de la répartition des sites de méthanisation en France, on observe, comme je disais tout à l'heure, une grande disparité entre les régions. Donc, avec le Grand Est, qui est donc la première région de France en termes de méthanisation, aussi bien en termes de nombre de sites que de capacité réservée, de recherche-développement, de tout ce que vous voulez. Le nord de la France aussi, l'Est parisien, donc ici le 77, c'est le département de France où il y a le plus de sites qui injectent. La région de France où il y a le département de France où il y a le plus de cogénération, en l'occurrence c'est les Vosges en Lorraine, mais l'injection c'est bien le 77. Et le sud de la France, donc qui est un petit peu plus loin de la méthanisation. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Moi je vois trois raisons principales à ça. La première, elle est politique. Les politiques, et c'est lié à toutes les externalités positives qui sont associées à la méthanisation. La méthanisation, ça génère de l'emploi. On parle de 30 000 emplois en 2030, en direct, indirect. Un site de méthanisation, c'est 3 à 4
emploi direct, indirect, parce qu'un site de méthanisation, il faut une personne pour faire l'exploitation, faire la maintenance, il faut le construire, il faut gérer les intrants. Donc tout ça, ça génère de l'emploi dans des zones rurales qui sont généralement peu dynamiques et ce sont des emplois qui sont non délocalisables. Ça va également permettre de mieux gérer les déchets. Parce qu'encore une fois, on peut récupérer des déchets de collectivités, on peut valoriser tout un tas de déchets qui peuvent, entre guillemets, encombrer les pouvoirs publics. Et puis, ça participe également à l'indépendance énergétique française, c'est bon pour la balance commerciale, etc., etc. Donc, premièrement, la politique, et c'est vraiment primordial à mon sens. Le deuxième, c'est qu'on est, dans le Grand Est, en l'occurrence, on est une région qui est très gazière. On a un tissu industriel qui est très dense, on a une consommation chauffage aussi historique et liée au climat qui est aussi assez importante, donc on a un réseau qui est très étendu. Et on a une grosse consommation de gaz derrière. La Lorraine, en termes d'ancienne région, c'est la première région de France en termes de consommation de gaz. Parce qu'on a aussi la production d'électricité, on a 3 cycles combinés gaz qui tournent, donc forcément, ça consomme énormément. Donc, on a dit le politique, le réseau gazier, qui est important, et le dernier élément, c'est la production finalement d'intrants, donc avec un monde rural qui est adapté pour la méthanisation. On a de la polyculture, on a de l'élevage, donc on a beaucoup de matière pour méthaniser. Si on prend l'exemple inverse, le contre-exemple typique, vous allez en région PACA par exemple, les politiques sont plutôt partis sur l'hydrogène. Le réseau gazier, il est existant, mais pas forcément très développé. On a moins de consommation, on a moins d'industrie. Et puis enfin, la matière disponible, comme je dis toujours, je schématise à l'extrême, on ne va pas méthaniser de l'huile d'olive, quoi. Voilà. Donc, je schématise encore une fois. Mais voilà, on est vraiment sur 2 modèles totalement différents. Alors, si maintenant j'aborde la question de l'acceptabilité. Alors, l'acceptabilité, c'est aujourd'hui, si vous voulez, ce qui peut poser le plus de problèmes à la méthanisation, en dehors des tarifs de rachat donc, qui baissent et de l'inflation, qui font que les sites sont de moins en moins rentables. Donc, il faut revoir, si vous voulez, les tarifs de rachat un petit peu à la hausse. Mais ça, mis à part, aujourd'hui, on a de l'opposition qui est principalement liée à la méconnaissance. Et c'est pour ça que ce type de réunion qu'on fait aujourd'hui est hyper important. Parce qu'on part du principe que quand on va former une personne, quand on va l'informer, derrière, après, elle va aller discuter avec son entourage et expliquer un petit peu ce qu'est la méthanisation, parce que les gens, eux, ce qu'ils voient, c'est déjà un impact visuel. Alors aujourd'hui, les cuves sont de plus en plus enterrées, pour des raisons avant tout d'intégration paysagère, bien évidemment, mais aussi d'isolation. Puisque je dis que les cuves, il faut les chauffer. Donc quand elles sont enterrées, on fait déjà des économies. Ensuite, on a une problématique autoroute à tracteur. Je vous l'ai dit, en réalité, ça représente 3 à 5 bennes par jour, qui généralement, ici de méthase, s'implantent à côté de routes qui sont assez conséquentes pour ne pas défoncer des petits chemins communaux. Donc finalement, l'autoroute à tracteur, on repassera quand même, j'ai envie de vous dire. D'autant plus que les effluents d'élevage qui vont sur les sites de méthanisation, avant, il fallait bien qu'ils aillent sur quelque part, sur une plateforme de stockage dédiée, parce que comme je vous l'ai dit, c'est fini l'époque où on stockait en bout de champ. Donc finalement, on n'est même pas sur de la génération de flux routiers, on est sur une redirection des flux. Ensuite, on avait cette crainte du risque d'explosion. Je vous l'ai dit, pas de risque d'explosion sur un site de méthanisation. Évidemment, au niveau des puits à condensat, je n'irai pas m'amuser à mettre une allumette. Mais en dehors des puits à condensat, il n'y a pas de vrai risque. Un site de méthanisation est par définition ATEX, parce que c'est donc atmosphère explosive, parce que c'est un site gazier. Mais j'ai envie de vous dire, il ne se passera jamais rien. Ce qu'on peut avoir également d'autres comme opposition, c'est par rapport à la concurrence avec les cultures alimentaires. Je viens des Vosges. On est le département de France où il y a le plus de cogénération. On en a 43 ou 44, quelque chose comme ça. 0,8 à 1% des terres agricoles sont utilisées pour la méthanisation. Alors qu'à côté de ça, 99%, pour ne pas dire 100%, du colza lorrain part pour faire des agrocarburants. Donc, si vous voulez, voilà, on est sur vraiment de la méconnaissance et tous les arguments qui sont mis face à nous, ils ne tiennent pas vraiment la route, j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Oui. Des camions, parce que du coup, c'est plutôt des résidus d'industrie. Ouais. Il y a des modèles en fait de méthaniseurs avec la taille qui faisait qu'on on faisait venir des. Tout à fait. Alors qu'on soit bien d'accord. Moi, ce que de loin. Ce que je suis en train de promouvoir aujourd'hui, d'autant plus que là aujourd'hui, j'interviens en tant qu'indépendant, c'est vraiment la méthanisation de taille raisonnée et raisonnable, avec quelques agriculteurs qui s'associent pour faire un site, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure à Briey, qui pour moi est un exemple de vertu. Maintenant, quand on commence à aller sur des sites industriels, de taille beaucoup plus grande, évidemment, les questions d'acceptabilité se posent et peuvent se comprendre. J'ai en tête un site sur la Bourgogne.
voilà, qui est vraiment monstrueux, hein, j'ai envie de vous dire. On est sur du 2500 mètres cubes heure, alors que là, un site classique, c'est 1500, c'est 150 mètres cubes heure. Là, on est sur du 2500. Donc, on est sur une toute autre échelle. Alors, évidemment, c'est un site qui est installé, excusez-moi l'expression, mais en pleine pampa, justement pour qu'il n'y ait pas de problématique d'acceptabilité. Et il n'y a pas eu de problématique d'acceptabilité parce qu'ils sont implantés là où ils n'arrangent personne. Donc, c'est très bien. Mais voilà, je comprends que dans certaines zones, il peut y avoir des craintes quand on va se mettre dans des zones qui sont plus habitées et qu'on peut générer du trafic, ce genre de choses. Mais c'est pris en compte. C'est pris en compte parce que des projets qui capotent à cause des riverains, à cause des collectivités, etc., il y en a de plus en plus. Donc, les porteurs de projets le savent et essaient de faire des réunions d'information, essaient d'étudier les sites, l'implantation des sites pour gêner le moins possible. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête là, en parlant. En Alsace, dans le Sungo, là, il y a un endroit où il y avait un gros groupement d'agriculteurs. En fait, il y a un canal qui passe à cet endroit-là et il y a un pont qui passe en plein milieu d'une petite ville qui s'appelle Altkirch, en l'occurrence. Et en fait, pour éviter de transférer des matières en passant par ce pont ou d'avoir à faire un grand détour et donc de consommer du carburant, etc., ils ont carrément été jusqu'à pousser le truc jusqu'au bout. Ils ont fait 2 sites de méthanisation. Au lieu d'en faire un, pour éviter les transports de matières et passer en ville par ce pont-là ou faire des gros détours, ils ont fait 2 sites de méthanisation. Ils sont des frères, des sites jumeaux, hein, c'est les copier-coller, ils appartiennent aux mêmes personnes, c'est les mêmes intrants, c'est tout pareil, mais juste pour des raisons de trafic. Donc, des solutions, ça existe, et généralement, on essaie de les déployer pour éviter les problématiques de projets qui capotent, quoi. Voilà, ça, c'est des choses qui se font bien. C'est bien que sur le port de Strasbourg, ça existe aussi déjà. Alors, sur Strasbourg, je ne pense pas. Ils sont très en avance sur beaucoup de choses. Très en avance, ouais, notamment sur l'hydrogène. Ils essaient de l'être, du moins. Mais voilà, donc eux, c'est vrai qu'ils sont très en avance sur la méthanisation RGDS, en l'occurrence. Ils ont plusieurs sites. Ils ont de l'agricole, ils ont de la station d'épuration, ils ont de l'industriel. Donc, ouais, ils font pas mal de choses, ouais. Oui. Vous dites qu'il faut 90 jours de digestion. Oui. Et pourtant, c'est alimenté tous les jours. C'est alimenté en continu et en fait, on ressort la même quantité de digestat en continu tous les jours. Donc, le digestat est produit en continu et on incorpore en continu. Donc, ces 90 jours, c'est un peu théorique puisqu'il y a chaque C'est un peu fois- théorique, mais en fait, quand la matière est digérée, vous allez avoir une variation de densité qui va s'opérer. Et donc, en fait, la matière qui est digérée, elle va, voilà. éliminée au C'est fur et à mesure. Donc, Exactement. une nouvelle est en bas et Voilà. l'ancienne est en haut. C'est exactement ça. Enfin, donc là, c'est dans le sens. Quand elle est digérée, elle descend. Et voilà. Et une petite question, est-ce que ça sent mauvais? Alors non. Alors, oui, parce que c'est une question aussi qui revient beaucoup au niveau de l'opposition. Alors, le gros avantage de la méthanisation, c'est que le digestat n'a pas d'odeur. En fait, la digestion va supprimer tout ce qui va être les molécules olfactives qui peuvent nous déranger lors de l'épandage. Donc, quand vous le sortez, quand c'est frais, ça a une petite odeur d'ammoniac comme ça, mais qui se dissipe au bout de quelques jours. Et qu'une fois que c'est pendu sur les champs, ça ne sent rien. Ce qui veut dire que vous pouvez pendre ça sur la deuxième quinzaine du mois d'août, ça ne posera pas de problème. Contrairement au fumier. Ce qui sent sur un site de méthanisation, c'est le stockage des intrants. Et c'est ça qui peut être problématique. Par exemple, sur un site de méta classique de 4 hectares, vous avez 3 hectares qui sont dédiés au stockage, à l'ensillage. Donc forcément, mais ça sent la ferme en fait. Ça ne sent ni plus ni moins que la ferme. Ça va sentir le fumier, le lisier. Voilà. Donc, mais encore une fois, tout dépend d'où vous implantez. Il faut voir avec les vents. Il faut voir aussi quel type d'intrant. Je ne vais pas vous mentir. J'ai déjà été sur un site de méthanisation en Meuse où ils avaient reçu des déchets d'une industrie agroalimentaire qui était en l'occurrence une fromagerie. On était en plein été. Ils avaient stocké ça dans la cuve à lisier. C'était une horreur parce que c'était du lait qui sentait de faire 35 degrés. C'était horrible. Mais on était très loin des premières habitations. Un site de méthane ne se mettra jamais à moins de 500 mètres des premières habitations. C'est réglementé. Mais voilà, dans certains cas, il peut y avoir des vents dominants ou quoi qui peuvent quand même pousser les odeurs. Donc, c'est toutes des choses dont il faut tenir compte à l'implantation. Voilà. Mais on a un gros avantage au niveau olfactif sur les digestats. Ça, c'est pas négligeable. Oui. On avait parlé aussi, on entendait parler de problème de fuite aussi de méthane dans le genre de site. Est-ce que c'est mesuré? Alors oui, d'autant plus que maintenant, on est soumis aux réglementations RED. Donc, les fuites au niveau d'un site de méthanisation sont toujours inférieures à 1%, en tous les cas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute manière, ils font tout pour pas qu'il y ait de fuite parce que c'est leur argent qui s'envole. Donc voilà, mais dans tous les cas, c'est suivi. Alors je crois que c'est au trimestre, si je ne dis pas de bêtises. Mais ils ont des analyses qui sont faites très régulièrement. Oui. L'objectif de 100% en 2050, il a un impact. Cet impact, il a été mesuré. Est-ce que ça va, par exemple, induire de la déforestation et des cultures supplémentaires?
Ou est-ce que ça va devoir mobiliser tous les agriculteurs éleveurs? Enfin, je ne sais pas. Vous me faites une belle transition pour la slide d'après. Voilà. Alors, est-ce que 100% de gaz vert, c'est réalisable? Donc, ce sera ma dernière slide, en l'occurrence. La réponse est oui, évidemment. Un objectif, c'est toujours SMART, hein, donc c'est forcément atteignable dedans. Donc déjà, il faut déjà comprendre de quoi on parle. La consommation nationale de gaz en 2050, elle sera entre 230 et 250 TWh. D'accord? Aujourd'hui, si je remonte en 2022, on était à 430 TWh de gaz consommés. En 2023, on est tombé à 380. Pourquoi? 2022 était une année un petit peu exceptionnelle, comme je l'ai dit, on avait une faible disponibilité des réacteurs nucléaires, donc on a consommé beaucoup de gaz. 20% du gaz a été consommé pour faire de l'électricité. C'est pour ça qu'on a une augmentation comme ça de cette consommation, alors que l'année 2023 a été exceptionnelle au niveau des températures, donc le climat a été très clément, et donc on a eu une baisse de la consommation de gaz. Donc si vous voulez, voilà, on a ces deux facteurs qui font qu'on est passé de 430 à 380. En gros, si on fait simple, cette année, on devrait être dans les 400 TWh. Voilà. Donc, en gros, retenez qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 400 TWh de gaz consommé. En 2050, on ne sera plus qu'à 230 à 250, de par la sobriété, de par la maîtrise de l'énergie, etc., etc. Si on compare à l'électricité, on en consomme 450 TWh. D'accord? Donc, 400 TWh de gaz, 450 d'électricité. Vous voyez bien que finalement, se passer du gaz aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Et c'est pour ça, c'est carrément impossible en réalité, puisqu'on a déjà des craintes de pénurie de production d'électricité pour notre consommation qui ne cesse un petit peu d'augmenter. Donc c'est pour ça que se passer du gaz, c'est pas possible, et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on opère cette transition-là au niveau du gaz, qui devienne de plus en plus vert, parce qu'on en aura besoin. Absolument. On ne peut pas imaginer le tout élec. Si on regarde ce qui s'est passé à l'étranger, donc notamment les Pays-Bas, en 2018, ils ont voté ce qu'on appelle le gaz ban. Leur réseau électrique n'a même pas tenu l'hiver. Donc ils sont revenus en arrière. Et ils continuent d'utiliser le gaz comme transition vers des technologies plus côté hydrogène et derrière, éventuellement, le 100% élect peut-être un jour, mais je n'y crois personnellement pas, de par les problématiques réseau, au-delà même de la production. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, pour atteindre cet objectif donc, de 250 TWh, admettons, on va regarder les différentes technologies qui s'offrent à nous et les potentiels. Donc, la méthanisation, celle dont je vous parle depuis le début, on a un potentiel de 200 TWh. Dans les faits, on n'exprimera jamais ce potentiel à 100%, on sera plutôt à 130 TWh. C'est vraiment l'objectif que l'on vise. Donc, ça veut dire qu'il y aura besoin d'autres technologies. La pyrogazéification, notamment, potentiel entre 160 et 280 TWh, et le power to gas, donc potentiel 200 TWh. Je vais en parler bien évidemment juste après. Donc, vous voyez bien que si on exprime ne serait-ce que la moitié de ces trois potentiels, on est déjà au-delà des 100% gaz vert. Sachant qu'il y a d'autres technologies qui existent. Gazéification hydrothermale qui permet de valoriser des déchets qui sont plutôt liquides, type des effluents industriels ou certains digestats. On a aussi d'autres technologies qui sont plus à l'état, si vous voulez, de recherche, hein, l'électroréduction notamment du CO2, des choses comme ça, qui pourraient arriver peut-être dans les décennies qui viennent. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas que la méthanisation, il y a d'autres technologies de production de gaz vert qui existent. Donc si on regarde la pyrogazéification, qui est celle qui a finalement le plus gros potentiel, donc, on va prendre de la biomasse, typiquement du bois, et on sait qu'on va avoir des grosses quantités de bois disponibles dans les années qui viennent, notamment de par le renouvellement de notre forêt, puisque de par le réchauffement climatique, on va avoir de nouvelles essences, puisque les anciennes vont mourir. Moi qui viens des Vosges, je peux vous le dire, on a un développement aujourd'hui des scolytes, de par le stress hydrique. Donc le stress hydrique qui fait que les arbres n'arrivent plus à se défendre contre ces parasites-là, et donc on est en train de perdre tous nos conifères. Donc en dessous de 1000 mètres, on sait qu'en 2050, il n'y aura plus un sapin dans les Vosges. Où on peut utiliser donc des CSR, donc des composés solides de récupération, qui sont des déchets ultimes non dangereux. Typiquement, certains textiles, certains cartons un peu techniques, ou d'autres types de déchets, type des pneus usagés. On arrive sur d'autres technologies. Voilà. Moi, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est surtout l'utilisation de biomasse. Voilà. Donc, cette biomasse et ces CSR, on va donc les porter à haute température, en absence d'oxygène, on va gazéifier. On va faire une gazéification, on va produire un gaz de synthèse, donc on va monter entre 800 et 1500 degrés, et produire un gaz de synthèse qui va être composé donc de méthane, de dihydrogène, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, de tout un tas de gaz, si vous voulez, qui vont être dépendants directement de ce que vous allez utiliser ici comme intrant, bien évidemment. Ce gaz de synthèse, donc, vous allez donc l'épurer, le mettre aux normes, et pouvoir l'injecter sur le réseau. Et donc là, on est vraiment, si vous voulez, sur du recyclage de déchets. D'accord ? On est sur des rendements qui sont de 80%. Là où en injection, on était sur des rendements à 90%. Donc, c'est un petit peu moins au niveau du rendement, forcément parce qu'il y a un besoin de chauffage qui est un petit peu plus fort ici, qui est fort. Et on est sur un coût de production qui est entre 110 et 150 euros du mégawattheure. Voilà. Versus le 90 de la méthanisation agricole. Forcément, c'est un petit peu plus cher
pour le moment. Encore une fois, là, on est vraiment sur une maturité industrielle qui va arriver là, dans les 2-3 ans qui viennent. On a des projets qui commencent à sortir de terre et on en a de plus en plus qui arrivent. Là, je suis notamment en train d'en suivre un dans l'Ouest vosgien. Donc voilà, on a des choses qui arrivent. C'est quelque chose dont vous allez entendre parler dans les années qui viennent. Petite parenthèse, ici, quand vous faites donc, cette gazéification, donc, vous avez production d'hydrogène, donc certains utilisent donc, la pyrolyse déjà pour la production d'hydrogène. D'accord. Voilà. Des questions par rapport à la pyrogazéification? Non? Bah, oui. On a plutôt tendance à dire en ce moment qu'il y a un souci au niveau de la capture du CO2 par les forêts, en France notamment. Et il n'y a pas un risque à ce niveau-là en utilisant encore plus de bois? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que là, quand je parle de biomasse de bois, je parle de gaz qui est, il peut être souillé. C'est du bois de classe, on va dire, basse. Du classe B, ça peut être du gaz qui va être contaminé par des solvants, par des cols. Typiquement, là, le projet dont je parlais dans l'Est vosgien, on peut récupérer par exemple des chutes de meubles, des chutes de meubles de salle de bain, des meubles Ikea, peu importe, tout un tas finalement de choses qu'on ne pourrait pas valoriser autrement. Du bois qui est scolité, on ne peut rien en faire d'autre non plus. La seule chose qu'on peut faire, c'est le brûler. Donc soit ça part vers un réseau de chaleur urbain, vers une industrie, parce qu'on a une acier, par exemple à côté de chez moi une cimenterie qui en utilise énormément, mais ça peut partir aussi sur la pyrogazéification. Donc si vous voulez, de la matière, on en a et on en aura. On a du potentiel. Oui. Le potentiel est suffisant. Voilà, le potentiel est suffisant. Comme dit, on ne va pas cramer de la plaquette forestière, ce serait une hérésie. L'arrachage des vignes actuellement sur la Gironde. Mais voilà. On peut aussi utiliser la sciure, de l'écorce qui vient d'être scierie, des choses comme ça. Il y a quand même un sujet, c'est le secrétaire général à la planification écologique qui fait la traduction de la FNBC et du coup de l'équilibrage et le bouclage, justement, montre pour le moment le seul endroit où ça boucle pas, c'est la biomasse. Parce qu'il y a compétition entre transport, alimentation, production d'énergie, etc. Enfin, tout le monde parie là-dessus et pour le moment, le seul secteur qui arrive à boucler, c'est quand même la biomasse. C'est vrai qu'on a quand même, moi je le vois, on a une tension au niveau de la biomasse, mais encore une fois, ce qu'on va utiliser ici, c'est des choses qu'on ne va pas forcément utiliser par ailleurs. Oui, bien sûr. C'est pour ça. Comme dire attention, sur les projections qui sont à 2050, oui, pour le moment, il reste encore à trouver l'équation pour dire que ça va marcher. Et alors, en plus, là, du coup, c'est pas forcément le même sujet, mais j'y pense aussi, puisque là, on parlait notamment de bois, on va dire souillé avec des solvants, des hydrocarbures, ce genre de choses. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une fois que la gazéification est faite, vous allez récupérer forcément un solide à la fin, solide qui pourra être utilisé comme combustible pour auto-alimenter, si vous voulez, la réaction, puisque ici, il faut quand même monter à 800-1500 degrés. Donc, comme je parlais tout à l'heure de l'exemple des pneus, la GRT Gaz, qui a un projet notamment pour le recyclage des pneus en gazéification, eux, ils récupéreraient notamment ce solide là, derrière pour alimenter la réaction. Voilà. Et derrière, en ultime, derrière, ce serait enfoui. Les déchets ultimes seraient, je pense, ils utiliseraient, je pense, des cendres de charbon, des choses comme ça, avant enfouissement. Alors, je dois récupérer quand on a. On peut récupérer encore quelques petites choses, mais c'est vrai qu'on s'approche très fortement du mâche-fer. Mâche-fer qui est aujourd'hui problématique, parce que finalement, on ne sait même plus où le mettre. Il n'y a plus assez de routes qui sont construites pour le mettre, quoi. Donc, oui. Donc, il y aura forcément des enfouissements qui auront lieu. Mais comme disait un collègue l'autre jour, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont des déchets qui, de toute manière, auraient été enfouis. Donc là, on réduit, si vous voulez, le volume de déchets, quoi. Donc, ce processus de pyrogazéification peut être aussi une réponse à la problématique du volume de déchets. Et c'est quoi la composition de ce résidu? Elle dépend directement de ce que vous allez utiliser comme intrant, malheureusement. C'est-à-dire que là, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y aura dedans, de la même façon que le gaz de synthèse sera différent, donc le process d'épuration aussi. Donc c'est pour ça que là, si vous voulez, c'est pour ça que je vous ai dit que la maturité industrielle n'est pas encore totalement trouvée sur tous les exemples que l'on a. Sur tout ce qui va être, on va dire, bois, il n'y a pas de souci, parce que ce que vous allez produire, c'est du biochar. Du biochar, vous allez les prendre dans les champs, il n'y a pas de souci. Très bien. Mais quand vous allez commencer à utiliser des CSR ou des choses un petit peu plus exotiques, forcément, il va falloir étudier au cas par cas. Mais la pyrogazéification, voilà, on y croit assez fortement de par l'émergence de beaucoup de projets actuels. Et donc, on arrive sur autre chose donc, qui va me permettre de faire le bouclage avec l'hydrogène. Donc, le power to gas. Donc là, on se place en 2035. Donc, selon le scénario RTE, on aura de l'électricité renouvelable excédentaire. Vous savez qu'on produit plus
d'électricité renouvelable en été qu'en hiver, puisque les modèles météo sont formels. Généralement, il y a plus de luminosité en été pour les panneaux photovoltaïques et plus de vent également en été pour les éoliennes, les aérogénérateurs. Donc, le problème, c'est que cette électricité, on ne peut pas la stocker. Or, la consommation, elle est plutôt en hiver qu'en été. On a un facteur 4 entre la consommation d'énergie en hiver et en été, que ce soit pour le gaz ou pour l'électricité. Donc, cette électricité-là, qu'on va avoir en excédent, comme dit, on ne peut pas la stocker et on ne peut pas non plus l'exporter parce que tous les pays européens sont dans le même cas de figure. Tout le monde se tourne massivement vers du renouvelable qui est intermittent, donc on va produire en même temps. Et là, encore une fois, quand il y a un coup de vent, généralement, c'est sur toute l'Europe et l'ensoleillement, pareil. Exporter sur les plus longues distances, ça n'aurait pas de sens, on perdrait tout par effet Joule, on chaufferait du câble. Aujourd'hui, il faut savoir que sur le territoire français, on perd l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires type Tricastin rien que par effet Joule, d'accord, pour le transport d'électricité. Ça, on ne l'a pas toujours en tête, mais c'est quand même quelque chose d'assez majeur. Donc, cette électricité, il faut en faire quelque chose sur place. Et ce qu'on se propose de faire, c'est l'électrolyse de l'eau. Donc, l'électrolyse de l'eau, bon, je ne vous explique pas, vous savez tous, vous prenez donc de l'eau, anode, cathode, vous mettez votre courant. D'une part, vous récupérez de l'oxygène, usage industriel. D'autre part, vous récupérez de l'hydrogène. Et avec cet hydrogène, vous avez 2 solutions. Soit vous l'injectez sur un réseau 100% hydrogène pour un usage industriel, pour verdir l'industrie, notamment venir en substitution du charbon dans les aciéries, par exemple, ou un usage mobilité lourde. D'accord ? Je parle bien de mobilité lourde, je ne parle pas de mobilité légère. Et je parle encore moins de chauffage. D'accord ? Ou alors, vous pouvez utiliser cet hydrogène pour faire ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la méthanation. Donc là, vous allez coupler du CO2 fatal, donc du CO2 biogénique issu de méthanisation ou d'une industrie quelconque où vous aurez réussi donc, à le séparer. Vous allez donc le coupler avec de l'hydrogène, donc on appelle ça la réaction de Sabatier, et derrière, vous récupérez donc du méthane de synthèse et de l'eau. Ce méthane est injecté sur notre réseau. D'ici là, on est comme en 2035 pour avoir l'électricité excédentaire. Donc, on part du principe que notre réseau sera suffisamment maillé avec suffisamment de rebours pour remonter sur le réseau de transport et derrière, être stocké chez Storengy. Je rappelle que là, on est en été et derrière, en hiver, on le déstocke pour un usage sous forme de gaz de préférence, puisque si vous leur passez un cycle combiné gaz, vous avez des rendements qui s'appliquent. Parce qu'on soit bien d'accord, la grosse problématique de toutes ces histoires de passer d'une énergie à l'autre, c'est les rendements. Quand vous faites une électrolyse, généralement, vous êtes sur de la PEM, la Proton Exchange Membrane, qui a un rendement de 65%. Vous êtes de l'alcalin, 50%. La technologie SOEC, je crois, comme ça qu'on appelle, si je dis pas de bêtises, c'est une technologie qui est un peu plus poussée. On est sur des rendements de 80-90%, mais c'est hyper onéreux et c'est pas encore très développé. Donc, on est majoritairement sur du PEN, donc rendement de 65%. Donc, vous perdez déjà un tiers de votre électricité renouvelable ici. La réaction, celle-ci, ça se passe plutôt pas trop mal. Donc, si derrière, vous repartez sur un cycle combiné à gaz où vous reperdez 2 tiers d'énergie primaire, c'est pas la peine. Donc, autant utiliser directement cette énergie-là sous forme de gaz. Et donc là, si vous voulez, avec le Power to Gas, on est vraiment sur le couplage des réseaux. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer ma présentation. Et c'est ce qui me paraît important comme message à faire passer aujourd'hui. Comme dit, aujourd'hui, je suis venu en tant qu'indépendant, mais même quand j'interviens pour mon entreprise qui est gazière, je le dis aussi, il n'y a pas une énergie qui est mieux qu'une autre, d'accord ? Je ne suis pas là pour vous vendre le gaz à tout prix. À la base, je suis aux industries électriques et gazières. Je suis là pour faire passer le message que ce qui compte, c'est le mix, d'accord ? Il y a la meilleure énergie au meilleur endroit, au meilleur moment, d'accord ? Que ce soit pour la production, que ce soit pour le transport, pour la consommation, il faut vraiment qu'à toutes les échelles, on mette en avant la complémentarité des énergies. Et donc ici, là, sur la Power to Gas, on voit bien que l'électricité aura besoin du gaz pour être stocké et le gaz aura besoin de l'électricité pour pouvoir verdir son réseau. D'accord, pour atteindre le 100% gaz vert. Donc, il n'y a pas une énergie qui est mieux qu'une autre. Il faut vraiment, et c'est ce qui a fait la force de la France sur les dernières décennies, mettre en avant ce mix énergétique. Voilà. Je vous remercie. Alors, avez-vous des questions ? Parce que j'ai balayé beaucoup de choses. Je ne suis pas rentré autant en détail que j'aurais voulu sur plein de trucs. Alors, je suis sûr que vous avez plein de questions. Oui. Avec les normes sur le bâtiment par exemple, qui tendaient à faire fin des chaudières à gaz. Donc, du coup, un nombre de clients qui va décroître, un volume de consommation qui va décroître, et des coûts de maintien et d'entretien de réseau qui vont à minima baisser.
pouvoir augmenter avec éventuellement les investissements dont vous parlez. Comment le secteur gazier voit? Alors, vous l'avez vécu très récemment avec l'évolution du prix du gaz, la TRD7. Donc, voilà, donc la TRD7, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'accès au tiers au réseau de distribution. Donc, c'est ce qui rémunère les opérateurs gaziers. Il est redéfini tous les 4 ans par la Commission de régulation de l'énergie. Et donc là, vous avez une augmentation qui est liée principalement donc, à l'inflation et au rattrapage des coûts de la guerre en Ukraine. Si vous voulez, vous prenez aujourd'hui l'augmentation qui a eu lieu il y a 2 ans et qui a coûté très cher à nos entreprises. Donc évidemment, si à terme, on a une baisse de consommation, et si on a, il y aura une baisse de consommation, et comme nous, on est rémunéré aux molécules qui passent, forcément, le coût unitaire va augmenter. Ça, c'est une certitude. Alors après, il faut rassurer les gens dans le sens où sous la facture de l'usager, vous avez 40% prix de molécules, 40% de taxes, et finalement, le coût qui revient aux opérateurs de réseau n'est que de 20%. Donc, si vous voulez, c'est que cette part-là qui pourrait augmenter, sachant qu'à terme, si on atteint 100% gaz vert, ce qui est notre objectif, on sera, comme dit, indépendant des marchés au niveau du prix de l'énergie. Et je crois que plein de gens législatifs ont promis de baisser les taxes sur l'énergie. Alors, on espère que ça compensera l'évolution de la TRD7. Voilà, blague à part, il faut s'attendre comme une augmentation du prix de l'énergie, que ce soit pour le gaz, comme je l'ai parlé tout à l'heure, comme l'électricité. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, si vous voulez que vos factures ne s'envolent pas, que ce soit pour l'industriel, pour la mobilité ou pour le particulier, il faut avant tout baisser la consommation, c'est-à-dire passer, vous avez parlé des chaudières, passer des basses températures à des THPE, donc très haute performance énergétique, donc à condensation. Ça veut dire pour certains passer sur des packs hybrides. Donc, vous avez une PAC qui est couplée à une chaudière et quand concrètement il fait trop froid, que le rendement de la PAC s'effondre, vous avez la chaudière qui prend le relais parce que son rendement, qu'il fasse moins 15 dehors ou plus 10, c'est pareil. Donc voilà, il y a tout un tas, si vous voulez, de solutions qui existent pour moins consommer. Mais encore une fois, avant de regarder ce système de chauffage, isolez. Regardez vos fenêtres, regardez vos combles, les murs, etc., la porte d'entrée. Toutes ces passoires thermiques-là, il faut en venir à bout. Et aussi ne pas aller de façon dogmatique sur une énergie. Parce que, bon voilà, moi je suis en Lorraine, donc chez nous il fait un peu froid. On a des grosses fermes généralement. Donc mettre une pompe à chaleur dans une grosse ferme, c'est une hérésie totale. Parce que c'est des passoires thermiques. Donc là, le gaz est tout à fait adapté. Si vous n'avez pas le gaz, pourquoi pas le bois? Si vous pouvez le faire, si vous avez des solutions pour le faire, faites-le. Maintenant, vous dire que le gaz est à sa place partout, dans un petit studio en centre-ville à Bordeaux, je suis désolé, mais non, quoi. Une pompe à chaleur ira très bien. Si vous avez la possibilité d'en mettre une, parce que voilà, vous n'avez pas les bâtiments de France qui vous courent après, parce que vous n'avez pas le droit de mettre en façade, faites-le, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, meilleure énergie, meilleur endroit, meilleur moment. Mais dans tous les cas, le prix de l'énergie de façon unitaire augmentera et la seule solution d'aller contre, c'est la maîtrise de l'énergie et la sobriété. J'espère que ça répond à la question. Oui. Moi, j'ai une petite question sur le dernier schéma, là, sur le mix à 2035-2050. Et comme vous venez de Lorraine, j'ai une petite question sur la stratégie adoptée pour développer le biométhane, mais aussi les recherches. Alors, peut-être que ça a déjà fait pchit sur l'hydrogène blanc, notamment l'hydrogène blanc aux anciennes mines. Alors, je vais citer un site, Folchwiller, parce que je le connais. Il ne faut pas en parler avec moi, ça, c'est pas. Non, je vous en prie, allez-y. Non, voilà, je voulais savoir où est-ce qu'on peut le positionner, si ça a déjà fait pchit, si c'est trop compliqué à l'extraire, puisque c'est très. Alors déjà, on va déjà parler d'hydrogène tel qu'il est fait. Je vais reparler un peu d'hydrogène. Donc l'hydrogène aujourd'hui, il faut bien voir qu'en France, il est très gris, si ce n'est pas noir. En fait, 94% de l'hydrogène qui est consommé en France est produit par vaporeformage de gaz naturel ou d'hydrocarbures légers ou par gazéification de charbon. Il n'y a que 6% d'hydrogène vert qui est produit par électrolyse. Pour une raison qui est toute simple, c'est qu'on n'a pas l'électricité excédentaire pour faire assez d'électricité verte. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on est sur un hydrogène aujourd'hui qui a un bilan carbone qui est à 340-350 grammes de CO2 par kilowattheure, donc qui est ultra carboné. L'idée, c'est à terme donc, de développer des électrolyseurs. Donc si on part de la Lorraine, en l'occurrence, dans la vallée de la Fensch notamment, donc en Moselle, tous les coins où il y avait anciennement des aciéries, de mettre là-bas des électrolyseurs pour redynamiser la zone suite aux pertes d'emplois. On pourrait aussi citer Fessenheim en Alsace, où aussi ils vont remplacer, là où il y avait des emplois pour la centrale nucléaire, ils vont mettre des électrolyseurs. Donc voilà, donc on a des gros projets hydrogène vert à partir d'électricité dans la région. Maintenant, l'hydrogène blanc est pour moi quelque chose qui est de l'ordre du vraiment prospectif et de très encore nébuleux. C'est-à-dire que on n'a pas encore réellement exploité l'hydrogène blanc. Pour moi, on est plus sur de l'anecdote géologique qu'autre chose. En fait, l'hydrogène natif. L'hydrogène blanc, c'est l'hydrogène natif. Et en réalité, c'est plutôt pour moi de la curiosité géologique, c'est-à-dire qu'on est sur de la détérioration de fer, en l'occurrence.
qui produit de manière un peu anecdotique comme ça de l'hydrogène qu'on peut retrouver avec parcimonie par endroits dans le sous-sol. Le problème, c'est quand je regarde un petit peu le modèle qui a été fait, alors là je parle devant la caméra, j'espère ne pas dire de bêtises, mais du peu que j'ai vu au niveau de leur modèle géologique, c'est un peu affolant, parce qu'ils ont pris un cube dans le sol concrètement. Donc je crois qu'ils devaient faire je ne vais pas dire de chiffres, hein, parce que je ne vais pas m'avancer, mais un très gros cube. Et ils ont appliqué là-dessus des porosités, donc un pourcentage de porosité, avec un pourcentage de saturation en hydrogène qui était un petit peu au doigt mouillé. Et forcément, ça a donné derrière des chiffres qui étaient monstrueux. Et tout le monde se lance là-dessus. Je n'ai pas l'impression, d'ailleurs, sachant que le forage ne descendait pas à la profondeur du fameux cube qui était envisagé. Donc en fait, on ne sait pas réellement ce qu'on va trouver. On est vraiment sur du prospectif pur qui, à mon avis, fait plus le coup de com' qu'autre chose. Voilà. J'en ai reparlé avec des collègues anglais. Et même quand j'ai dit hydrogène natif, ils m'ont même fait répéter plusieurs fois pour être sûr que je parlais bien de ça. Ils m'ont dit, non, mais c'est des gens qui sont beaucoup plus pragmatiques que nous, hein, les Anglais. J'étais la semaine dernière à Londres et j'avoue que je les ai un peu fait rire. Donc voilà. Et voilà, donc voilà, on a quand même mis sur la table beaucoup d'argent pour l'hydrogène. Hein, il y a plusieurs milliards qui ont été promis d'ici à 2030. Donc je pense que ça a agité beaucoup de monde et que voilà, certains ont vu certaines opportunités, mais qu'elles ne sont pas forcément avérées. Riga ne fait pas des recherches sur le même sujet dans le Béarn? C'est une bonne question, je ne pourrais pas vous répondre. Moi, je le connais en Lorraine parce que ça a fait les gros titres de la presse et que je me suis un petit peu intéressé au sujet, sans pouvoir malheureusement aller dans leur sens. Des remarques. On a eu, donc Shifter, une mensuelle au mois de février, l'intervention de deux géologues là, de Pau, un chercheur à l'université de Pau sur le sujet. Effectivement, les conclusions n'étaient pas aussi tranchées, mais vous disiez éventuellement, il pouvait y avoir du potentiel, mais à ce moment-là, pour l'instant, ce n'est pas prouvé. Pour l'instant, ce n'est pas prouvé, voilà, c'est très, très hypothétique. Et moi, je préfère partir du principe qu'il vaut mieux s'orienter vers de l'hydrogène vert que de miser sur l'hydrogène blanc qui, aujourd'hui, est en suspens. Bon, sachant que l'hydrogène n'est pas non plus la panacée. Pour moi, l'hydrogène, c'est avant tout un vecteur d'énergie, puisque l'énergie à part entière, c'est quelque chose qui va être produit à part si on parle de natif, évidemment, mais ça servira surtout de stockage d'électricité excédentaire avant tout. Et encore une fois, on est sur de la mobilité lourde ou de l'industrie. Pour le particulier, ça veut dire qu'il faudrait déjà développer un réseau. Or là, on est plutôt, là, ce dont je parlais, c'est sur des projets de réseau de transport. En fait, il faut voir que les réseaux de transport, dont je parlais initialement, les autoroutes du gaz, sont généralement doublés, voire triplés. L'idée, c'est de décommissionner un pipe et de le passer 100% hydrogène. Donc, il y a le projet Rhine qui va être sur tout le fossé rhénan. Et on a aussi un projet Trapil en Vallée de Seine. Voilà, il y en a plusieurs. Hein, Jérôme jusqu'à Gennevilliers. Voilà. C'est ça, il y en a plusieurs en fait qui sont en train de fleurir un petit peu sur tout le territoire. On a aussi Mosaïque en Moselle, donc entre la Sarre, la Moselle et le Luxembourg, avec éventuellement un raccordement vers Serville pour le stockage de l'hydrogène, donc chez Storengy. Donc voilà, on a des projets comme ça qui apparaissent, mais qui sont quand même basés sur la présence d'électrolyseurs. On est sur du 800 MW d'électrolyseurs, en l'occurrence le projet Rhine, qui serait donc à Fessenheim, pareil sur la Moselle. Et en fait, on se rend même compte qu'avec ces électrolyseurs-là, on va très vite saturer les pipes et très vite, même au niveau des usages, ne pas en avoir assez, rien qu'aux usages industriels. Et imaginez un réseau de distribution pour aller chez Monsieur Tout-le-Monde, parce que les chaudières hydrogène sont déjà mises en avant par les fabricants, on n'y est pas. Et on n'y sera pas parce que de toute manière, en tant qu'opérateur gazier, on n'ira pas tant qu'il n'y aura pas l'électricité excédentaire capable de produire l'hydrogène suffisant, qui d'abord alimentera l'industrie et seulement après, on verra. Mais pas avant 2040. Voilà. Et pour revenir sur l'hydrogène blanc, si on repart sur les temps de production pétrolière, entre l'exploration et la production, il se passe au moins 10 ans. Sur les projets pétroliers classiques, hein, je veux dire, Patrick pourra confirmer. Hein. Voilà, on est sur 10, 15 ans. Donc, c'est pas demain la veille qu'on en verra, en tout cas. On peut utiliser des pipelines existants. Je crois que ça fuyait tellement l'hydrogène qu'on ne pouvait pas les mettre dans des tuyaux. Oui, alors, il va falloir faire... On estime que 98% de nos pipes, aujourd'hui déjà existants, sont compatibles hydrogène. Je ne serais pas aussi tranché. D'un point de vue personnel, je pense qu'il y a certaines adaptations à faire sur certains points, mais globalement, c'est compatible. On a fait des tests. C'est un projet qui s'appelle le projet GRID, qui a été mené dans le nord de la France, en l'occurrence, où ils sont montés en mélange entre hydrogène et CH4, ils sont montés jusqu'à 20% sur les installations. Il n'y avait aucun souci. Voilà.
Monter à 100%, on pense que c'est tout à fait possible dans certaines installations, bien évidemment, moyennant certaines adaptations par mois. Il y a une question au fond? Non. Ce n'est pas une question, mais juste une remarque. Pour revenir à la sécurité d'un point de vue industriel des installations de biométhanisation, en fait, ce sont des installations classées pour la protection de l'environnement qui sont soumises à inspection de la DREAL. Tout à fait. Et donc, vous avez donc 3 statuts donc vous avez donc l'enregistrement, l'enregistrement de la déclaration et l'autorisation, et qui sont liés au tonnage d'intrants journalier. Plus vous allez avoir un site qui va être important, plus vous allez évoluer dans les différentes catégories et derrière avoir des normes qui évoluent. Pour ça, la remarque tout à l'heure qu'on avait, le site était bien clôturé, ça répond à une problématique ICPE. D'autres questions? Ok, merci beaucoup, Geoffrey. Avec plaisir. Je pense qu'on peut remercier de nouveau Geoffrey, puisque et je vous propose de poursuivre peut-être autour d'un petit cocktail avec des produits qu'on a récupérés. Je fais le mini coup de pub de Super Coop, une petite coopérative alimentaire qui est juste de l'autre côté de la route. On pourra en discuter également. Et merci encore pour ce regard très riche. Et je pense qu'il y a d'autres questions qui vont venir. Merci, Laurie. Super, merci.